c'est un très bon politicien, parce qu'il a un discours aussi construit. C'est l'autre, monsieur du GSR, Grande Solidarité Républicaine. J'oublie son nom. Voilà, monsieur Guédou. Il va, il s'étonne, il se rend à la réunion à la réunion, on le convoque à une réunion, et il retrouve des morts, il retrouve des cadavres. Il dit, mais attends, mais c'est quoi? Mais vous ne pouvez pas dire que... Donc, c'est les mêmes personnes formées à l'université de Bagdad qui ont eu ces idées-là. Vous dites, vous avez signé un truc de mort, vous avez fait des tapages, vous avez fait une belle fête, tout le monde était en jaune. Ouais, et maintenant, on vient, vous dites, maintenant, on revoit encore les gens qui étaient décédés, qui étaient morts. Le gars dit j'ai mal, j'ai rencontré des cadavres. Mais je suis d'accord avec lui. Donc, on ne peut pas mieux dire. C'est-à-dire, on a du personnel politique de qualité dans le pays là, mais curieusement, on ne les écoute pas. Vous voyez les deux personnes qui ont cité, mais c'est en principe, on ne doit même plus faire débat. Ils ont tout dit. Donc, le système partisan, pour moi, il faut oublier ce système partisan-là, parce que je me fonde sur le fait qu'on ne peut pas rester là dans des tests, régler des interactions dans les tests. Il y a des mécanismes de l'action, hein, des ressorts de l'action. Ça, c'est connu, ça, pour ceux qui sont des spécialistes de l'affaire. Les mécanismes d'une action, les ressorts de l'action, les visées de l'action, les coûts, les calculs avantages liés. Oui, mais on ne peut pas dire nous enfermons dans un test tout ça. Non, c'est des schémas, on a des modèles. Mais ce que ce système partisan nous donne à voir et on nous demande d'appliquer là est totalement faux. Et avant d'aller même à ces élections, ils nous ont démontré, ça a démontré ses limites. Pourquoi? On dit, vous ne devez pas être deux partis réunis pour avoir des candidats, des trucs. Mais qu'est-ce que les gens font? Les mêmes personnes qui font les tests, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'ils ont fait. Avant qu'on aille aux élections, parce que le PRD a été largué complètement, encore de toute façon, le PRD a tout perdu dans l'affaire, parce que longtemps, il s'est dit, son président il a encore repris sa toge. Mais... Et dans cette pensée-là, pour dire non, ça, on ne peut pas faire avec. Il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas d'élection en tant que tel, il y aura toujours les nominations, toute la chaîne est connue. Ce qui se passe actuellement, c'est juste pour un peu, comment on appelle, baratiner la communauté internationale. C'est-à-dire, on a fait toutes les étapes. Les sorties, on va de gauche à droite, on court, des partis courent beaucoup. C'est pour dire, arrête, nous sommes allés sur le terrain, on a convaincu les populations. C'est juste la communauté internationale. Sinon, tout le monde sait que les élections n'ont pas encore développé des outils qui nous permettent d'exprimer le suffrage. Moi, par exemple, si je vote, je ne veux pas, mon vote ne va pas partir à l'élection de tous. Ça va rester coincé dans un panier, dans une poubelle, bien dans le recoin de quelqu'un. On n'a pas encore développé des outils qui nous permettent, si peut-être on pouvait même voter directement par WhatsApp, ça aurait été mieux. On va connaître, si on peut ramener même les votes aux arrondissements simplement et que chaque quartier organise ses votes, ça aurait été mieux. Tant qu'on ne va pas réfléchir à notre système, moi je vous dis que si c'est le truc où on nomme les gens déjà d'avance, celui qui veut recevoir les PV, il est déjà nommé, il a été ministre de l'énergie, ministre de lui-même vétérinaire, ministre des hommes, il n'a pas encore, il ne s'est jamais occupé des animaux, il n'a jamais eu de prouesse, mais il s'occupe des humains, il est maintenant à la tête des élections, et il est nommé, il est toujours dans le système, il a été candidat plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, et il est déjà là. Vous voulez discuter de quelle férocité avec un aîné comme ça? Il est là. Maintenant, à la Cour constitutionnelle, ou le sommet, le suprême du suprême, là, vous voulez voir quoi dans la Cour constitutionnelle? Prenons le débat courageusement. Chez nombre, je ne vais pas citer des noms, mais les Béninois le savent, hein, et ça se dit dans les discussions, sur les forats et autres, ils savent qui est qui véhicule une bonne éducation, qui véhicule une vertu ou pas. Le tout ne suffit pas d'avoir des diplômes, ce n'est pas des diplômes la politique, non. C'est pas cela, non. La politique doit revenir à sa déontologie de base. La politique, l'homme politique béninois de demain doit revertir une vertu, une certaine éthique pour le bien de notre pays, pour prendre des décisions. Je ne peux pas voir que tel tissu est blanc. Je vois que c'est blanc. On me demande et je vais dire c'est noir. C'est là, c'est cela qui se passe chez nous. Donc, la politique manque de la morale. La politique manque de vertu, d'élégance. La vertu. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Afin de continuer à vous offrir des vidéos de meilleure qualité, j'aimerais solliciter votre soutien.
Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, contribuer à l'amélioration de l'équipement et des ressources nécessaires à la réalisation de vidéos plus captivantes. Votre générosité aidera à faire évoluer la chaîne vers de nouveaux horizons. Chaque don, quel que soit son montant, compte vraiment. Vous trouverez le bouton merci pour faire un don en dessous de cette vidéo. On a appris encore ce week-end que l'armée béninoise a repoussé une attaque terroriste dans la localité de Materi au nord du Bénin. Monsieur de Souza, que vous inspire cette énième incursion des djihadistes au Bénin? Merci pour cette question très importante liée à la sécurité dans nos différents pays ouest-africains et particulièrement le Bénin. Et permettez-moi de faire un saut en Afrique centrale, au Tchad. Je ne saurais commencer cette émission sans avoir une pensée pour toutes les victimes qui sont tombées sous les balles de l'armée tchadienne cette semaine. Et il dit le Tchad, qui dit n'importe quel pays africain, nous sommes aussi, ce sont nos frères. Donc, ces populations qui ont voulu, j'ai parlé tout à l'heure de liberté d'expression, ces populations qui ont voulu exprimer leur pensée, donner leur avis sur la gestion de leur pays, ont voulu manifester et beaucoup n'ont pas pu rentrer chez eux. Alors, donc, nous avons une pensée pour ces pauvres populations et toutes les familles éplorées, je leur présente mes condoléances sincères et nous sommes de cœur avec le peuple tchadien. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour ce qui est du terrorisme, je pense que tous les pays ouest-africains sont affectés par ce phénomène qui éprouve durement nos populations. Et nous, si nous prenons par exemple un pays comme le Burkina, qui a perdu déjà près de 40% de son territoire. Heureusement, au Bénin, nous n'en sommes pas encore là, nous ne le souhaitons pas. Mais il faut noter tout simplement que ce problème doit être pris à bras-le-corps par nos autorités. Et le fondement de ce djihadisme est aussi basé sur la pauvreté. Donc, ces gens utilisent la pauvreté de nos populations pour enrôler des jeunes dans leur camp et les utiliser pour aller semer la terreur dans nos campagnes, tuer, égorger. Voilà les conséquences. Donc, un des problèmes, c'est la pauvreté. Donc, il faut que nos États arrivent à endiguer un tant soit peu cette pauvreté et donner assurance à ces populations qui vivent dans ces contrées qui est sous l'emprise du terrorisme. Et aussi, je pointe dans ce problème de djihadisme ou de terrorisme, le manque de coordination des pays de la CEDEAO. Nous voyons tout de suite qu'il y a eu beaucoup de réunions sur des chefs d'État de la CEDEAO pour soit sanctionner le Mali, sanctionner les juntes qui ont pris le pouvoir dans quelques pays d'Afrique occidentale. Mais nous voyons très peu de réunions de chefs d'État concernant le djihadisme. Or, c'est l'occasion pour nos différents États de se réunir, de mettre en commun leurs forces pour trouver une solution et régler, contrer un tant soit peu ce terrorisme-là. Mais moi, je constate que la majeure partie des réunions de la CEDEAO que nous avons connues ces derniers jours, ces dernières semaines, sont consacrées aux sanctions contre le Mali, sanctions contre la Guinée, sanctions contre... Voilà. Je pense que nos chefs d'État, je les invite plutôt à se concentrer sur
ce phénomène du terrorisme et à mettre surtout à constituer une force commune dans les États qui sont confrontés à ce terrorisme, par exemple au nord du Bénin, et surtout que l'armée béninoise se rapproche de l'armée voisine du Burkina, l'armée voisine du Niger, l'armée voisine du Togo, et mettre en place aussi un partenariat pour contrer ce phénomène de terrorisme. Pour le moment, je m'en arrête là. Cela fait quand même quelques années qu'on parle du djihadisme dans la sous-région, Mali, Niger, Burkina Faso. Monsieur Kassoumou, est-ce qu'on peut dire que le Bénin n'a pas anticipé, parce qu'on sait que tôt ou tard, ce phénomène, ces djihadistes vont finir par toucher le Bénin? Merci. En fait, bon, par rapport à la prévention qu'il fallait faire, ça allait de soi. Et parce que depuis la chute de Kadhafi, on a vu comment ces terroristes ont beaucoup progressé dans la sous-région. Et à tout moment, c'est qu'ils cherchent des zones de repli. Et c'est bien normal qu'ils descendent jusqu'à la hauteur du Bénin. Mais déjà, il va falloir quand même ne pas se tromper de concept. Bon, c'est ce qui me concerne. Hein. Donc, déjà depuis 2012-2013, j'ai un peu analysé ces questions-là. Quand on dit djihadisme aussi, un peu, par exemple, sur le sol national béninois, je crois que c'est exagéré. Moi, je vais beaucoup plus parler de terrorisme, même s'il m'a dit djihadiste, ça dit que c'est un glissement de sens, et parce qu'on n'a plus l'habitude de dire djihadiste. En fait, les djihadistes, c'est quoi? Quand dans le djihad, c'est fait la guerre, c'est pour quand même l'expansion de la religion. C'est des gens qui, en fait, veulent vivre selon les états de nature rêvés dans le temps, qui peut-être n'ont même pas existé, parce que cet état nous est rapporté par des propos du Coran. Et ici, par exemple, parce que si c'est le terrorisme religieux basé sur d'autres religions, donc sur les livres saints de cette religion. Donc, le terrorisme, pour moi, en fait, disons terrorisme parce que c'est quoi? Bon, pour dire vite, c'est des gens qui évitent les forces régulières. C'était comme ça, en fait. Des gens qui évitent des forces régulières et qui vont perpétrer des actions au niveau des civils. Hein, des gens qui sont à main nue. Donc, pour moi, c'est comme ça que je considère ce que j'appelle terrorisme. Ce qui concerne l'expansion, comme je disais, c'est bien normal que depuis que la Libye a cédé et que même au niveau du Sahel, les pays du Sahel n'arrivent pas à contenir ce djihadisme-là, que ça se replie dans notre pays. Et effectivement, on ne l'a pas anticipé. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que, vu que c'est un thème spécial dans l'habitude, on va m'en arrêter là et après, on va quand même faire les analyses qui suivent. Donc, on aurait pu anticiper, mais on peut se demander pourquoi on ne l'a pas anticipé. Voilà, merci. Monsieur de Souza évoquait tout à l'heure l'absence d'une action concertée des pays de la sous-région. Sur cet aspect, monsieur Rouillon, que pensez-vous de la coordination nécessaire qui devait venir de tous les pays qui sont concernés par le phénomène? Merci, monsieur Jules. Et bon, action concertée, c'est en fait, quand on parle, je remercie d'abord monsieur Michael Kassoumou d'avoir un peu redéfini les thèmes, cadré les thèmes pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Effectivement, j'ai bien compris sa définition et il le fallait parce que les gens profitent des gaps d'information pour dire tout ce qu'ils veulent. Même, je crois, même parler de terrorisme, c'est trop poussé. Je crois que c'est un côté plus évolué du braquage. Et en matière de coordination, et d'abord tout le problème du terrorisme, tout ce qui a eu lieu actuellement, je pense que c'est d'abord encore une question qui pose l'épineux problème de notre incapacité en tant qu'Africains de saisir nos propres problèmes, de trouver des solutions terre à terre qui sont là, qu'on ne veut pas toucher. Derrière, j'ai comme l'impression qu'il y a trop d'hypocrisie derrière cette histoire. Sinon, si le territoire était bien gouverné, si on était vraiment dans un pays où l'État existait, je crois que ces petites actions n'allaient pas devenir aussi généralisées. J'ai comme l'impression que les gens attendent que quelque chose se passe du genre pour attirer l'attention des communautés internationales sur la thématique, puisque c'est devenu un mot d'ordre. Il faut qu'on soit à la mode du terrorisme ou bien du djihadisme. On est en train de monter dans des systèmes de gestion État qui flirtent avec la mode.
Voilà, qu'est-ce qui est à la mode maintenant? Puisque c'était la Covid, il faut que tout le monde souffre de la Covid, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas dans ce genre de trucs-là. Moi, je pense qu'en réalité même, avant de parler de coordination, il y a général avec les États, il y a le véritable problème de l'absence d'État. Si on était dans un État vraiment gouverné et qu'on est dans la gouvernance qui concerne les citoyens, la sécurité du territoire, des terroirs, plus du territoire en global, dans sa globalité, on devrait déjà, face à ce genre de choses-là, et anticiper depuis, en organisant les communautés locales. Je parle surtout de ceux qui gèrent les terroirs en matière de sécurité sur le plan culturel. On a des coutumes, on a des cultes qui sont voués un peu partout, hein, dans tout le Bénin. Il y a des confréries de chasseurs, il y a des enguetteurs, il y a des couvents qui s'occupent de la sécurité du territoire. Je crois que ce truc relève de la compétence d'abord locale de ceux qui sont dans les terroirs et vivent dans les terroirs. Et pour ne pas plaisanter avec les concepts mondains, je crois que c'est normalement ces gens-là qui vivent dans les terroirs, les couvents, qui devraient relayer l'information pour dire aux maires, aux élus locaux, et ainsi de suite, ce qui se passe. Mais vu que tout est centralisé et le même pouvoir central n'a pas l'emprise sur le territoire et on veut saisir les occasions de ces genres d'événements pour montrer qu'on est affecté par un phénomène mondain, on veut récupérer tout ce qui est territorial. Et je ne veux pas banaliser le truc, hein. Je compatis à tous ceux qui meurent, à tous les problèmes, mais je pense qu'on en fait un peu de trop. La solution est tout de suite là. Les gens, quand ils ont des problèmes dans l'administration, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils n'ont pas résolu le problème au niveau des réunions techniques, ils vont dans les couvents. C'est le moment d'aller dans les couvents qui les aident à venir au pouvoir, qui les aident à voir qui a tué qui dans les cachettes. Je ne suis pas sûr, sans parler d'hypocrisie, que quand un dossier arrive sur la table, les gens se taisent. Ils vont dans les couvents pour consulter. Il faut que ça soit clair, hein. Il faut qu'on se dise des vérités. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est dans une république et la métaphysique, c'est l'invisible. Non, hein, les gens sont dans l'invisible. Il faut qu'on arrête ce débat-là, qu'on aille vraiment dans le concret. Ils n'ont qu'à aller voir les cultes, les rois, les confréries de chasseurs, ceux qui gouvernent, qui déjà faisaient peur. Il y a les oraux, et vous ne pouvez pas circuler librement dans le plateau, même à Parakou. Le oro sort dans les environs de dépôt là, tout le temps, et puis fait comment ils appellent ça? Le coup-feu. Il y a le coup-feu à tout moment dans la périphérie de nos villes. Donc, ces gens-là sont là, il faut les questionner, il faut les coordonner, il faut les intégrer dans la dynamique et anticiper déjà sur la problématique qui est connue, qui est devenue la mode dans la zone du Sahel après l'assassinat de Kadhafi, qui a été bien organisé par tout ce conseil-là, le lobby, avec des connivences avec nos chefs d'État, nos gouverneurs. Donc, le Conseil national de transition, on a vu comment nous les avons soutenus. Ça a créé distribution d'armes, dissémination d'armes dans la zone et les petits voyous récupèrent, vu qu'il y a l'absence d'État et que les gens ne sont pas gouvernés, que les gens n'ont pas d'emploi, et tout ça est corrélé, et toute cette misère effroyable est corrélée à une dynamique qui n'a pas de sens. Il y a un pouvoir trop puissant qui crame tout le monde, qui crame juste celui qui veut parler, mais qui n'est pas du tout puissant pour aller contrôler le territoire. Donc, on a des problèmes qui nous regardent, quoi. Je crois qu'on n'est même pas encore dans la grande dynamique pour commencer par attaquer l'Occident, ce qui crée le djihadisme ou bien le terrorisme. D'abord, le concept n'est même pas clair. Heureusement que M. Moukaïla nous donne un peu des informations à cet effet. Il y a tout un brouillard autour de ces trucs-là. Et je crois que nos politiques veulent toujours récupérer des trucs. J'y vois un peu d'oisiveté. On veut rapidement récupérer des choses. On n'a jamais de point. On a eu tellement d'événements dans le Nord, dans la Pédari. Il n'y a jamais eu des enquêtes claires qui viennent proposer aux communautés locales, aux citoyens, à tout le monde, clarifie la thématique. On enfouit ça dans un noir, puis on veut rester dans la mode, dans ce qui est en train de se passer maintenant, comme si c'était une musique. Donc, moi, je crois qu'on a bien de choses à faire. On peut coordonner déjà au niveau national avec les gens qui vivent dans les terroirs.
C'est la première sécurité. Quand moi, je prends la route, par exemple, pour aller à Basila, et à 20h, on ne me laisse pas passer. Hein. Ah non, il y a toujours des barreurs de route officiels qu'on connaît. Et que chaque commune, je ne sais pas si c'est les arrondissements, mettent sur la rue pour contrôler les passants, ceux qui entrent dans telle commune ou pas. Mais c'est le premier garde-fou. C'est la première anticipation. Il faut coordonner tous ces réseaux-là, les renforcer et retisser le calibre de la communication autour de tout cela, leur donner quelques portables, tout ça pour communiquer, remonter l'information, pour qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit et savoir à quoi s'en tenir. Donc, c'est ce que moi, j'imagine, il y a déjà une grosse défaillance, absence de gouvernance et tout ça. Et donc, moi, je suis un peu perdu dans les thématiques. J'étais dans la pays Monsieur pas compris qu'il y a vraiment un problème. OK. Donc, vous avez évoqué longuement la question de l'implication des populations locales dans la lutte. Selon vous, monsieur de Souza, quelle est la part où on peut dire, dans les pays où on sait que depuis une dizaine d'années, ce phénomène persiste, est-ce que c'est à cause de la négligence des populations locales ou bien le fait qu'on n'a pas assez impliqué ces populations dans la lutte contre le djihadisme ou bien le terrorisme? Merci. Je pense que Alfred vient de poser une solution qui servirait vraiment à atténuer un tant soit peu ce phénomène, c'est-à-dire l'implication de nos populations. C'est crucial. Et quand vous avez des populations et que le gouvernement, les instances gouvernementales n'impliquent pas ces populations et ne coordonnent pas la lutte contre le terrorisme avec l'implication, la participation des populations locales, je pense qu'on fait déjà fausse route. Il a parlé des confréries, des différentes confréries, mais pourquoi pas? On peut les mettre à contribution, c'est une très bonne chose. Mais surtout, mettre en confiance sa population. Est-ce que chez nous, le pouvoir en place a vraiment mis en confiance? Parce que je constate que ce phénomène est concentré dans le Nord pour le moment. Pour le moment, ce phénomène est concentré dans le Nord, sur les limites de nos frontières avec le Burkina Faso, le Niger, etc. Est-ce que, véritablement, nos pouvoirs publics ont mis en confiance ces populations? Déjà pour mettre en confiance une population, il faudrait déjà que le volet social soit une réalité dans nos pays. Est-ce que dans notre pays, le volet social est une réalité? Est-ce que ces populations, nos gouvernants ont souvent l'habitude d'aller vers elles et de trouver des solutions quant à leurs problèmes quotidiens? Ces populations n'ont pas d'eau, ces populations n'ont pas de route et ont du mal on a du mal à céder à ces zones où les routes pratiquement sont impraticables, où quand il pleut une fois, vous ne pouvez pas atteindre un certain nombre de contrées dans notre pays. Donc, il y a un volet social qui a été délaissé pendant très longtemps, je ne parle pas de maintenant, et qui s'est accentué au fil des années. Donc, ces populations sont démunies. On ne les implique pas, on ne les écoute pas. C'est déjà la gouvernance participative doit être le socle du développement dans notre pays. Nous n'avons pas de gouvernance participative. On impose tout. On impose tout depuis Cotonou. On dit faites ça, les préfets appliquent et puis terminé. Non. Il faut aller vers les populations. Ici, par exemple, en Europe, et quand il doit avoir une voix ou bien le maire veut prendre un décret ou un truc, il convoque les populations à une réunion et les populations donnent leur avis, on écoute l'opinion avant de prendre la décision. Mais chez nous, on n'écoute pas les populations. Les populations ne comptent pour moins rien et ces populations ne comptent que pour voter. Vous allez voir, nous y arrivons là. D'ici janvier, là, on ira leur demander, même s'il y a de la boue sur la voie, mais c'est
politiciens vont emprunter et mettre leur costume et machin, ou bien leur grand boubou, parce que c'est la mode maintenant, on met le grand boubou avec le grand chapeau là, pour aller, boubou blanc, tout est blanc maintenant, alors que la vie quotidienne de nos populations n'est pas aussi blanche. C'est extrêmement grave. Donc, volet social, on doit s'occuper de ça, mettre en confiance les populations. Et une fois ces populations mises en confiance, on va les aider à constituer aussi un premier rempart, parce que c'est elles qui maîtrisent le territoire. Elles maîtrisent même mieux le territoire que nos forces de l'ordre, nos militaires qu'on envoie depuis Cotonou, qui ne sont pas habitués à ce territoire-là. Donc, en collaboration avec les populations, les maires, les élus locaux, on doit mettre tout le monde en collaboration. Donc, je pense déjà que c'est un volet très important. Merci à Alfred d'avoir insisté là-dessus. Et aussi, je fais un parallèle. Depuis que nous avons eu les mauvais événements concernant les législatives, où nos populations du Nord ont été, pour la plupart, victimes d'emprisonnement, de machin et autres, mais est-ce qu'il y a une confiance qui continue de régner actuellement entre ces populations et notre nouveau gouvernement? Il faut maintenant que le pouvoir public béninois mette en confiance, se rapproche plus de nos populations et c'est pas seulement les maires, il faut non seulement les maires, les préfets, les chefs quartiers, les populations, les confréries, mettre tout le monde au bord de la table et dire, bon, comment nous allons faire? Comment nous allons procéder? Ok, nous avons les armes, nous avons tout, mais ce n'est pas une affaire d'armes, c'est beaucoup plus une affaire de renseignement, le djihadisme. Le terrorisme est une affaire de renseignement. Et de renseignement, il faut former des gens. Et le renseignement ne peut se faire dans nos pays-là. Ce n'est pas comme ici en Europe où on met des satellites, le renseignement ne peut se faire que par les populations locales. Les populations locales qui comprennent les langues de ces gens-là. Ils se connaissent entre eux et pourquoi pas, ils viennent même piquer nos populations pour les enrôler dans ce terrorisme-là. Donc, il faut beaucoup plus de renseignements et dans ce système de renseignement, mettre à contribution les populations locales. On sait qu'en première ligne, pour lutter contre le terrorisme, on a l'armée béninoise. Mais quand on voit la situation au Mali, ou même avec l'appui de l'armée française, le phénomène persiste. Monsieur Kassoumou, est-ce que l'armée béninoise a aujourd'hui des outils en main pour faire face efficacement contre l'avancée du terrorisme au Bénin? Je crois qu'on n'a pas, de ce qui me concerne, je n'ai pas encore déconstruit et documenté un peu ce phénomène du terrorisme. Je vais revenir à votre question. Hein. Mais je crois d'abord qu'il faudrait que je continue dans la droite ligne de ce que j'ai dit, parce que c'est un propos introductif qui permettait quand même que tout le monde prenne la parole à tour de rôle, et chacun d'être qui comprend et conçoit l'affaire. Mais j'avoue que je suis très frappé, ça fait la deuxième fois que je discute avec M. Ounyor. Je suis très surpris par comment il arrive à sortir des trucs qui m'échappent moi personnellement, où il propose des solutions endogènes à nos solutions. Nous sortons des livres. Et moi, je suis frappé, ça, il faut faire la chose. Non, mais il faut. Parce que la fois passée. Monsieur Rouillard, Alfred est quelqu'un d'authentique qui. Voilà, la fois passée. Qui est ancré dans le local. Voilà. Là, je lui tire aussi. Voilà. La fois passée, nous étions dans la santé. Il nous a montré comment nous devons faire l'articulation entre la médecine, notre médecine endogène et notre médecine, ce que nous disons la médecine moderne. Il est allé jusqu'à même dire, si nous ne pouvons pas entrer dans la médecine moderne, essayons de voir si nous pouvons nous baser sur ce que nous maîtrisons le mieux. J'avoue que quand on savait comment on me dit on va parler du terrorisme, je n'ai jamais pensé à ces solutions endogènes, y compris même, hein, je peux me tromper, hein, pour être honnête, jusqu'à l'implication même des populations et de ce que nous savons faire. Hein, les oraux, les engbétors, et aussi donner des exemples précis de terrain, qui doit être un homme de terrain, où il dit, quand je m'en vais à Basila, et on me dit non, de ne pas aller, non, ce n'est pas des coupeurs de route, mais c'est des gens qui régulent en fait. Ils savent l'étranger qui est venu, ils savent que M. Ounyor, ce n'est pas quelqu'un qui est un bandit, mais on le sécurise pour qu'il ne traverse pas à l'heure là. Voilà, franchement, c'est génial. Donc, je tenais à saluer ça. Par rapport à M. Patrick de Souza aussi, l'efficacité de l'État que vous mettez en exergue, ça m'intéresse bien. Donc, c'était une parenthèse.
Donc, pour revenir à ce que moi j'appelle terrorisme, en fait, c'est un terrorisme, le terrorisme que nous vivons dans le Bénin, en tout cas, c'est le terrorisme des pauvres. Et ce terrorisme-là mène en réalité une guerre contre l'État failli. Ouais, c'est ce qui nous arrive. Et je ne suis pas sûr que ça soit loin de ce qui se passe dans les pays francophones colonisés par les colonies françaises là. Et c'est pas loin de ça. Parce que finalement, le cas du Bénin est quand même anecdotique et ça m'interpelle. Si vous suivez bien, nous sommes déjà à près d'une vingtaine d'attaques. Hein, et plus, c'est ce qu'on nous révèle. Encore qu'il y a une communication chaotique par rapport à cela où on ne comprend rien du tout. Ou quand un journaliste se rend sur les lieux, il se retrouve en garde à vue et on ne dit jamais pourquoi il est allé en garde à vue. Ou bien c'est flou. C'est qu'il est un journaliste qui va sur le terrain pour rapporter à la population ce qui s'est passé. On dit qu'il a une intelligence pour un autre État. Ça, bref, ça c'est soit dit en passant. Donc, nous mettons, en fait, c'est une guerre des pauvres, c'est un terrorisme délocalisé hors de cette terre qui n'a en réalité strictement rien à foutre dans nos pays si nos pays étaient des États performants. Nous ne sommes pas performants et quand vous faites le parallèle avec la police, avec notre armée, notre armée n'est pas formée pour aller combattre les gens. Moi, nous étions petits quand en 1977, moi j'étais à Igiedo où on vivait et j'ai entendu des coups de feu. Je sais, j'ai vu ce qu'on appelle quand vraiment il y a un problème. Il y a des gens dans l'armée là qui n'ont jamais participé à aucun théâtre d'opération, ils n'ont jamais même fait une simulation grandeur nature de guerre, même avec des jeux vidéo. Ouais, mais c'est les mêmes personnes qui peuvent aller, ils sont bien formés pour arrêter des civils à main nue, des gens bien sur les ponts, soit à Cotonou, soit à Porto-Novo. Aujourd'hui, vous voyez, un politique se met sur un pont tout de suite, il est très tôt qualifié de terrorisme, de terroriste, et on sait l'arrêter. Donc, la performance de cette armée-là, je n'y crois pas du tout. Parce que vous voyez, je comprends que c'est des gens qui ne sont pas habitués à ce truc, mais ils ont eu assez de temps quand même pour se former à cela. Comme tout à l'heure, vous me demandez, vous dites, mais on aurait pu se préparer à contrer ces gens. C'est vrai qu'on ne peut pas, c'est vrai que c'est Paty qui le dit, nous ne pouvons pas seul lutter contre l'hydre du terrorisme. C'est quelque chose qui a des tentacules de partout. Parce que nous sommes sur une planète, nous partageons pratiquement les mêmes problèmes aujourd'hui. Hein? En Occident, c'était quoi cette affaire? Pourquoi je parle du terrorisme délocalisé? Et on va dire oui, mais c'est parce que les gens portent des bikinis ou bien ils portent des trucs. Nous, on n'est pas d'accord. Nous voulons refaire le monde tel que c'était au temps ancien de nos parents. C'est comme ça avait commencé. C'est ce que moi, je savais il y a des années en arrière. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Le terroriste, c'est quelqu'un qui a un chômage à Ndali ou bien à Ifaï et qu'on retrouve finalement, c'est le nôtre qui. Finalement, ça fait que, bon, en dehors de cause qu'est-ce que les gens font, on recrute facilement des gens pour lutter finalement, pour montrer le mécontentement. Je ne banalise pas, comme le dit un des intervenants, et le truc, mais il faut quand même qu'on s'asseye et ça rentre dans ce que j'appelle de la discussion. On ne discute avec personne, et M. Paty de Souza aussi le souligne. Alors, et on veut, prenez le cas de Karim Mama. Mais c'est pas Paty qui doit connaître peut-être là, mais c'est des localités où, quand il pleut, je vous assure, je vous dis avec ce que je sais des années 2000, disons 2000, début des années 2000, il faut être courageux et pour aller dans ce coin-là. Pourtant, moi, je suis quand même de la région septentrionale de ce pays-là, du Bénin. Donc, en fait, c'est des régions hostiles, laissées, on ne dit même pas que c'est dans le Bénin. Bon, là, ça, c'est le cas de Karim Mama. Le cas de la Panjari, là. Déjà, au sein de la Panjari, vous avez des gens qu'on appelle des gardes forestiers qui sont d'une autre nationalité, dont vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font dans le parc. Ouais, on ne comprend pas qu'ils font quoi dans le parc. Ils sont dans le parc pour sécuriser. Est-ce que c'est les animaux qui sécurisent ou bien c'est les hommes qui sécurisent? Donc, il y a tout un cafouillage. Et ce type de terrorisme, il doit avoir des états généraux, même de l'armée, comme il doit avoir d'abord, pour commencer dans de la justice, et aussi au niveau de la politique. C'est un continuum qu'il faut avoir pour pouvoir contenir ce qu'on appelle aujourd'hui un terrorisme qui est en réalité une guerre que les pauvres mènent pour dire quand même nous existons face à l'état déliquescent. J'ai fini. Donc, on va faire un dernier tour de table par rapport à cette question, avec peut-être si vous voulez dire un mot par rapport à la présence probable d'une base militaire française au Bénin. Donc, vous pouvez évoquer pour vous, c'est quoi les solutions? On a commencé par en parler rapidement et puis aborder aussi la question de la présence d'une base militaire au Bénin. Monsieur Alfred Gouillon.
Bon, moi, je suis né au Bénin, on m'a toujours parlé de souveraineté, on m'a toujours parlé du pays, on n'a pas de catastrophe naturelle, on n'a pas un problème particulier, on a des ressources disponibles qui nous permettent d'être dignes, de vivre dignement. Je ne vois pas l'intérêt d'une base française. C'est vrai que le fait est là, on a déjà des traces officielles qui prouvent qu'il y a une base probable qui est en train de se monter, vu qu'il y a eu un déguerpissement du Mali, que le Mali est pratiquement frontalier à travers le Bénin ou bien le Niger. Et il faut que l'armée soit présente, l'armée française soit présente. Nous venons du même colon, on a hérité le palais du même colon, on parle la langue du colon, on a les concepts de développement du colon. C'est difficile de dire nous ne voulons pas du colon. En même temps, il est difficile de penser qu'on n'est pas capable de s'organiser pour notre propre sécurité, alors qu'on se demande quel est l'intérêt, par exemple, d'une base française au Bénin. Il faut déjà confirmer que c'est réel, vu qu'on ne nous informe pas du tout, vu que les liens entre la France et le palais de la Marina sont très séculaires, une intimité qui ne regarde pas vraiment les populations. J'ai du mal à fouiner vraiment dedans. Mais j'ai l'assurance quand même qu'à Kandji déjà, des opérations se mènent, de la mise en place de l'armée française, et puisque c'est eux qui ont construit le premier aérodrome de Kandji, et qu'on n'est pas venu améliorer ni déplacer, on n'a pas fait grand-chose depuis 1960. Ils maîtrisent plus la géographie du territoire que nous, il faut le dire. Ils ont été les premiers à tracer vraiment le cadastre, à comprendre les choses. Donc, tout ça, là, dans un foutu, moi, je vais prendre le volet souveraineté. Parce que c'est à ça qu'on aspire. On avait la souveraineté avant l'arrivée du colon, on a eu la colonisation, on s'est adapté, on a rattrapé la langue française, on est devenu des francophones, tout ça, on est dans la dynamique française. Mais ça n'empêche pas d'être digne et d'apporter quelque chose à l'humanité. C'est pour cela que je dis, et tout ce que je rejette, on n'a pas besoin d'une base française au Bénin pour gérer cette polémique. Les gens meurent, c'est vrai, mais terrorisme, ce n'est pas clarifié. Il n'y a pas des études autour, des enquêtes, des investigations qui nous donnent le courage d'aborder le sujet avec toute sa détermination. Mais ce qui est un peu gênant, si déjà la France se déploie corrélativement à son départ du Mali, ça veut dire qu'il y a des soupçons de quelque chose qui peuvent vouloir donner raison à un certain panafricanisme qui dénonce plein de choses. Moi, je n'aurais pas aimé que la France et ses ambassades, son ambassade, permettent des choses du genre, quoi. Parce qu'on aimerait bien que ça soit tout le temps du mensonge, des suppositions qu'on a dans nos têtes en pensant que la France implique dans les choses. Un peu de manière à ce qu'on ne sache pas. C'est pour cela que moi, je réitère les solutions simples. On n'a pas besoin encore à ce stade d'armée pour combattre des exactions dans les terres. Il s'agit maintenant des terroirs. Hein. Les gens n'ont pas pris un département, même pas encore. Ils n'ont pas récupéré une région. Ça, c'est le cas du Mali. Hein. Il y a une grosse partie du Mali qui n'était pas sous contrôle. Et c'est clair, il y a des constitutions, un État, des membres qui discutent clairement. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile d'aborder le débat sur ce concept-là au Bénin. Mais j'ai comme l'impression que les gens lancent des pics, des petites choses, des petites actions, et un peu fabriquées ou bien fomentées, un peu dans la confusion, pour justifier un certain nombre de choses. Est-ce que l'armée béninoise a pu dire qu'elle est incapable de résoudre un certain nombre de problèmes alors qu'on a vu leur dévolu? Le premier, en mai 2019, on a vu leur impitoyabilité face aux citoyens, et je l'ai vu moi-même, j'ai vécu ça en 2011, en mars 2011, sur le pont de Porto Novo, lors des élections, lors de la libération des élections, des résultats d'élections. C'était M. Aledi, tout puissant avec les armes de guerre à Porto Novo. Moi, j'allais au boulot, à Songaï. Ils ont failli me casser ma moto. Ils m'ont bloqué à Ouintala. Je n'ai pas pu aller au boulot. Et c'était tout puissant. Ils ont tout pilonné. C'est la même armée il y a à peine 10 ans. Donc, ils sont très puissants. Et notre armée est une armée de combat. Ils sont très puissants. Donc, on ne peut pas dire qu'on aura besoin de l'armée française pour faire ces petites opérations. Pendant qu'on militarise
bientôt c'est les élections. Vous allez voir, ils vont sortir les armes de guerre pour militariser les zones sensibles, où on sent qu'il y aura peut-être des soubresauts. Donc, moi, je pense qu'on n'a qu'à être sincère envers nous-mêmes, très sérieux envers nous-mêmes, et mener le débat sur la vérité. S'ils sont sûrs qu'il y a de ce genre de choses et qu'ils soupçonnent le terrorisme, ils n'ont qu'à faire des investigations, libérer les journalistes, on n'a qu'à comprendre, questionner les populations, demander aux gens ce qui se passe et à cela trouver des solutions endogènes. Il y a les garçons là, ils sont dans les terroirs, ils maîtrisent le terroir. Les terroirs existaient avant la République et les ethnies ont l'emprise sur les terroirs. Donc, il faut aller directement dans les terroirs. Il y a même des fétiches qui s'occupent de ça, spécialement dans les terroirs. La sécurité, le contrôle, qui dénichent même des étrangers. Donc, le problème est ailleurs. Moi, je pense que la solution est simple. Hein. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la France. La France ne veut pas venir défendre des territoires au Bénin. Ce n'est pas possible. Là où nous maîtrisons tellement de choses, nous maîtrisons les cultes, nous maîtrisons tellement... La France n'a vraiment pas ça. La France viendra copier plutôt une autre technique de combat au Bénin. Si vraiment l'armée est l'armée. Si vraiment l'armée est l'armée, parce que nous savons déjà les Kalachnikov, c'est venu d'Occident, les tenues militaires, tout l'accoutrement, l'arsenal, on sait. Mais nous avons aussi des techniques très simples, très efficaces, et avec une efficience absolue. Hein, ça, je vous le dis, je sais de quoi je parle, je sais comment les euros fonctionnent. Je suis tout le temps en forêt, je vois comment ça se passe. Et je vous dis que ça, ce débat-là, il y a quelque chose de pas clair qui se fait autour. C'est qu'on ne veut toujours pas être sincère. On ne veut pas démontrer au monde qu'on est capable de quelque chose. On veut montrer toujours qu'on est dans la défaillance pendant qu'on est dans une surpuissance du pouvoir. Quand on prend le pouvoir législatif ou bien le pouvoir exécutif, mais je vais dire, il est tellement surpuissant que c'est démesuré par rapport à la taille du citoyen qui n'a pas d'armes. C'est le moment à l'armée de prouver toute son authenticité, sa dignité par rapport au peuple béninois et ne pas jouer au jeu des politiques. Moi, je pense que c'est maintenant qu'ils doivent clarifier cette situation ou carrément nous aider à trouver des solutions endogènes claires et puis simples. Bon, il faut dire aussi que la majorité des gens de l'armée qui sont recrutés dans l'armée, il y a deux pôles, on a eu la chance d'être dans un pays où il n'y a pas eu de guerre, de catastrophe, de guerre ethnique. Donc, on a toujours pensé que l'armée est peut-être un refuge social et puis on ne prend pas les compétences qu'il faut, quoi. De peur même que ces compétences-là se lèvent un jour, fassent des coups d'État, parce que quand l'armée est très performante, vous savez, la dynamique, ça va toujours dans plein de pôles de coups d'État. Donc, peut-être en temps, ils ont dénaturé un peu l'armée avec des gens qu'on recrute un peu, avec beaucoup de complaisance, comme on en a l'habitude, des recrutements globalement au Bénin, on sait. Donc, il y a ce problème. Mais il y a aussi le fait que l'armée regorge de terribles compétences. Nos Bokonos sont pleins dans l'armée. Les enfants des Bokonos sont dans l'armée. Les enfants des couvents. Donc, vous voyez même les militaires en train de... À la sortie, leur sortie après les réjouissances, les messes d'officiers. Donc, vous voyez les danses que nos militaires font. C'est des danses de couvent. C'est des danses de couvent qui viennent. C'est des gens qui ont fait les Azevali, bien c'est pas Zangbeto Vali, qui ont fait les rites, les initiations, les rites initiatiques du Bénin. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on arrive à affronter l'hypocrisie et faire les choses pour être ce qu'on est. Moi, c'est le combat que les gens ont de mener aussi. C'est bon, c'est pas un combat, c'est l'idéologie. Donc, c'est la réalité. Moi, je sais de quoi je parle. Dans l'armée, on a les deux pôles. On a vraiment ceux qu'on envoie, on les recrute parce que c'est un refuge social. Mais il y a aussi une majorité de gens qui viennent dans l'armée. Quand vous voyez, par exemple, les antiballes, où on disparaît, ou bien on te tire là-dessus, le Bénin est une sous-région qui fournit ce truc-là, et c'est les gens de notre armée. Quand vous avez un fils de Tchaourou ou bien de Save qui rentre dans l'armée, vous pensez que les gens là les laissent, les confréries de chasseurs les laissent comme ça, on les top. Quand ils veulent aller sur les missions internationales, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Et on sait que la France exploite l'uranium, et que c'est pas bon. Il faut qu'on se dise aussi la vérité, nos armes, il faut qu'on les expose. Les gens font des antiballes terribles, et ça marche. On les tire là-dessus, on les envoie au front. J'ai même vu un document à l'Institut botanique de Montpellier où ils expliquaient qu'on envoie souvent les Béninois sur le front. Parce que dans l'époque coloniale, il y avait la guerre d'Indochine. On les envoyait sur le front. Pourquoi? Parce qu'ils venaient avec des pouvoirs mystiques où l'ennemi ne peut pas les tuer. Ça a été fait aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale là, contre Hitler. On a utilisé les Noirs francophones contre l'Allemagne
parce qu'on les mettait au fond parce qu'ils étaient dopés de pouvoirs mystiques contre anti-balles et ainsi de suite, ou bien des jaquettes et qui étaient terribles, qui n'ont rien à voir avec ce que les Occidentaux font et qui marchent et qui sont là encore actuellement. Moi, je pense que nous ne devons pas une civilisation en berne qui veut toujours faire de la cachotterie, de l'occultisme, de tout ce qu'on a comme apport à donner au monde, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait mal que nous ayons des potentialités et on fout tout ça là dans un système politique qui veut vivre, comment on appelle, vivre dans une sorte d'hypocrisie qui n'a pas sa raison d'être. Donc voilà un peu, on a vu aussi en Côte d'Ivoire, la guerre contre Gbagbo, ça a été une guerre mystique. On a vu comment les gens égorgeaient, je ne sais pas quoi ou quoi, et comment les gens, les fétiches les aidaient à dénicher les soldats de Gbagbo. On a vu les vidéos, c'est sur YouTube. Ce n'est pas du montage. Donc, on a vu que c'était une guerre on les appelle comment les dozos. Les dozos. Les dozos, il n'y a pas de dozo chrétien musulman ou musulman. Un dozo, c'est d'abord un mystique. Et il est préparé pour ça. Mais combien de temps nous allons encore continuer à vivre dans cet obscurantisme qu'on utilise, mais qu'on ne veut pas dire qu'on utilise? On n'a qu'à les officialiser. On n'a qu'à les mettre devant. Quel djihadisme? Le dernier point est que, globalement, le problème n'a pas été résolu. Si les territoires sont gouvernés, bien gouvernés, il n'y aura pas de la misère effroyable. Et il n'y aura pas de candidats potentiels pour même aller, supposons qu'il y a du djihadisme, c'est vrai, ou bien du terrorisme. Mais il faut bien des hommes pour animer le terrorisme. D'où viennent ces hommes? Ils viennent de quel État? Pour que ces gens-là, qui sont de l'autre côté, qu'on ne veut pas, puissent trouver des candidats dans les peuples de qui? Donc, le point commun de tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. La misère, la pauvreté. La misère, la mauvaise gouvernance. C'est la même chose, hein, même les mercenaires qui viennent, qui interviennent en Afrique pour les coups d'État partout. Vous avez vu que c'est parce qu'il n'y a pas de gouvernance que les gens vont dans la légion étrangère, se faire former. Et quand tu te fais former, la légion étrangère n'a bien dit légion étrangère. Tu n'as pas de passeport, tu viens, on te prend. Tu n'as pas d'origine, tu viens, on te prend. Et on te forme. Mais si les États ne peuvent pas être des États parents, mais tout le monde, tous ceux qui ont du muscle sont des candidats potentiels à tout. Et on ne peut pas se laisser guider comme ça, c'est pas bien. Autant laisser carrément le pouvoir et laisser les communautés se gérer elles-mêmes. Voilà. Monsieur de Souza, à l'état actuel de la situation au nord du Bénin, avons-nous besoin de l'appui de l'armée américaine, de l'armée française ou d'une autre force étrangère? J'ai souligné à l'entame l'absence déjà de coordination entre les États membres de la CEDEAO. Nous faisons partie d'une organisation sous-régionale qui doit déjà prendre ses responsabilités pour assurer sa survie, la survie de nos États. La survie de nos États en dépend. Et s'il y a déjà à ce niveau un manque de coordination, on ne se rassemble que pour sanctionner le Mali, on ne se rassemble que pour sanctionner la Guinée. Mais on n'entend même pas souvent que les chefs d'État et de gouvernement, à partir du moment où vous sanctionnez le Mali, qui est un grand pays impacté par le terrorisme ou le djihadisme, à partir du moment où vous sanctionnez la Guinée aussi, à partir du moment où vous sanctionnez tel pays, quand est-ce que vous allez avoir un accord entre vous? Parce que vous aurez besoin, pour lutter, pour mettre en commun des forces, vous aurez besoin de l'expérience de tous ces États, des forces de sécurité de tous ces États à mettre en commun. Donc, il y a déjà une faille au niveau régional que moi je trouve. Deuxièmement, au niveau, et nous avons tous souligné, il y a la pauvreté. La pauvreté, l'État est absent dans ces contrées, dans ces campagnes. Et notre ami et frère Kassoumou le soulignait tout à l'heure, pour aller à Karimama ou je sais trop quoi, on n'arrive pas à y accéder parce que la route n'est pas bonne, il y a trop de boue, il y a ceci, est-ce qu'il y a même des enseignants là-bas? Est-ce qu'il y a un dispensaire qui a des matériels nécessaires pour assurer la santé de nos populations? Mais à partir du moment où la population se sent délaissée, à partir du moment où la population n'a pas le minimum nécessaire, le djihadisme ou le terrorisme aura toujours
un jardin pour aller puiser des hommes pour nourrir ce terrorisme-là. Donc, il faudrait déjà, on a parlé de l'armée française, je dirais que, comme j'abonderai de la même façon que Alfred, nous avons, notre armée est capable. On peut avoir, pourquoi pas, un appui de renseignement de la part de l'armée française, ok, mais je mets déjà en premier lieu notre armée, les armées voisines du Nigeria. Du Nigeria est un grand pays, ils ont une grande armée. Comment se fait-il qu'on ne peut pas avoir une coopération avec le Nigeria, avec l'armée nigériane? On ne peut pas avoir une coopération. Le Nigeria est frappé par le terrorisme depuis très longtemps, bien avant le Bénin. Donc, ils ont une expérience. Ils ont une expérience dans la lutte contre le terrorisme. Quand est-ce que notre armée est allée faire un partenariat ou bien même faire des exercices en commun avec l'armée nigériane contre le terrorisme? Je n'en ai jamais entendu parler. J'avais entendu parler qu'il y a eu une coopération avec l'armée rwandaise. Mais le Nigeria est là. Le Nigeria aussi a eu une expérience dans la lutte contre le terrorisme et bien avant le Bénin. Quand est-ce que notre armée est allée faire un partenariat ou des exercices en commun avec l'armée du Burkina, avec l'armée du Mali, avec l'armée du Niger? Ces gens-là sont impactés par le terrorisme depuis des années, bien avant le Bénin. Donc, on aurait pu aussi, pourquoi pas, anticiper sur cela et avoir des partenariats et mettre en place un système de lutte, de prévention aussi surtout, mais toujours avec la participation de nos populations. Il ne s'agit pas d'envoyer nos hommes armés sur le terrain tenir des kalachnikovs. Ce n'est pas là le problème, c'est le problème de renseignement. Où se trouvent les djihadistes? Ils viennent d'où? Qui les finance? Encore autant de questions qu'il faut se poser. Qui finance ces djihadistes-là? Mais c'est des gens, vous les voyez avec des motos neuves des fois, avec de l'argent, du franc CFA neuf. Mais ils ont ça d'où? De qui leur fournit ça? C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut faire des tables rondes, appeler les intellectuels, les villageois, tout le monde, tout le peuple, à s'asseoir, à penser le djihadisme. Et moi, je pense, je ne sais pas, je demande à nos gouvernants de faire une table ronde dans cette région du nord, de la partie, dans la partie septentrionale de notre pays, en rassemblant toutes les populations, c'est-à-dire en invitant les représentants des populations et à s'asseoir avec ces représentants-là et les représentants de la hiérarchie de l'armée béninoise, du gouvernement, les préfets, les maires, et dire, bon, mais voilà, comment nous allons faire? La décision n'est pas seulement militaire, la décision doit être aussi une participation de nos populations locales. La démocratie participative doit être une priorité dans nos États. Cela aide l'État central sur tous les plans, le plan économique, le plan social et le plan, comment dirais-je, culturel. Parce que la culture aussi doit occuper une place importante dans les prises de décision. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Monsieur Kassoum, on a évoqué comme en 3 pistes de solutions, on a parlé des populations locales, on a parlé de la coordination militaire sous-régionale et on a évoqué maintenant un soutien possible de l'armée, on va dire, des armées internationales. À quel niveau se trouve, selon vous, la sortie de crise? Oui. Ok, merci, M. Diassou. Je parlais tantôt de l'hydre du terrorisme. En fait, je voulais faire référence au fait que c'est un phénomène transversal quand même à beaucoup de pays. Hein, et comme je le dis, j'ai parlé aussi du terrorisme, du terrorisme délocalisé hors de cette terre, qui n'avait rien à faire là où ça se trouve là, et qui s'est beaucoup accentué beaucoup plus avec la chute de Kadhafi et avec le phénomène qu'on a connu maintenant. Et cela aussi est dû aussi avec l'implantation en fait de plus en plus de régimes totalement autoritaires et sanguinaires
et à qui ce phénomène-là, loin de penser que ça ne les profite pas, ça les profite très bien. Hein, voilà. Donc, à part ça aussi, à l'heure aujourd'hui de la globalisation culturelle, de la mondialisation économique, nous ne pouvons pas seuls résoudre nos problèmes. Ça, j'en suis très conscient. Donc, par rapport à cette base, à la coopération avec, par exemple, notamment la France, qui est le cas du Bénin, moi, ce n'est pas quelque chose en soi qui me gêne, mais c'est de savoir dans quel cadre une telle coopération se fait et à qui ça profite. Ouais, et quand c'est comme ça, ce n'est pas aux citoyens lambda qui discutent, ce n'est pas les citoyens lambda qui donnent leur avis tout de suite. On a quand même un principe, si on avait une bonne représentation du peuple au niveau du Parlement, c'est là où ça se décide. Par exemple, ici, par exemple, je me rappelle qu'il y avait un débat où on dit, compte tenu du fait que nous sommes en état d'urgence, il va falloir qu'il y ait une opération qu'on appelle fusil pirate, on va mettre la sécurité maximale et on va mettre des policiers, mais des militaires un peu partout. Et il a fallu quand même interroger les parlementaires, interroger les gens à qui ça doit profiter. Mais nous, on est dans des trucs où finalement, c'est à la radio qu'on apprend qu'il y a des militaires qui sont arrivés de la France, qui sont au Bénin. Il faut comprendre, il ne faut pas les accuser, les Français qui sont là. On est en 2022, là, on est précisément en octobre. Ils ne se retrouvent pas là, on ne les a pas invités, à ma connaissance. Donc, et finalement, c'est nous-mêmes, c'est nos gouvernants qui travaillent finalement seuls, qui décident tout seuls, comme l'a dit d'autres collègues, qui les invitent. Si la coopération est réellement, s'ils sont réellement là, et pour profiter, pour que ça arrive à endiguer le terrorisme, on est d'accord. Mais je ne crois pas que ça soit le problème aujourd'hui. Hein, et d'autres ont dit plus en détail. Le problème aujourd'hui, c'est de résoudre les problèmes structurels que nous avons dans le pays là. Ce djihadisme, un djihadisme des pauvres, c'est un terrorisme délocalisé et c'est une guerre des pauvres que l'on mène contre les institutions étatiques qui ont failli, qui engendrent par exemple le chômage, le fait que les gens ne se soignent pas bien, les gens sont désespérés. En fait, le terroriste là, ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Hein. Quand vous êtes dans le nord du Bénin, il y a pas de certains endroits. C'est des gens qui portent souvent on les connaît, hein, quelqu'un que vous connaissez dans le quartier qui apparemment n'avait pas une barbe longue, commence à avoir une barbe longue, après il a un pantalon qui, il ne sait même pas comment appeler ça, pantacourt qui à peine arrive au niveau du genou. Je ne mets pas les gens de la religion musulmane, loin de là, on s'en fout. Il faudrait que ceux qui m'écoutent sachent que je n'ai rien contre la religion, mais nous sommes en train de faire une analyse ici. Donc, en fait, c'est des gens qui sont désœuvrés, qui à un moment donné qu'on arrive à enrôler. Donc, le problème, ce n'est pas d'amener une base militaire. Et c'est ça qui fait la question que les gens se posent aujourd'hui au Bénin. Ils se disent, mais attends, ce truc-là, ça n'a pas encore pris des proportions où nous ayons de base militaire, mais on nous explique qu'est-ce que ces bases militaires-là veulent faire. Encore que notre régime qui est en place, c'est un régime violent et sanguinaire. Il faut avoir le courage de le dire. Il le dit, ce n'est pas les insulter. C'est une aide à l'action efficace. Ouais, donc, comment ça se passe? Il y a des exemples par le passé. Hein, et j'ai lu il n'y a pas longtemps un ancien président qui dit, oui, nous, on a remplacé Gbagbo et pas Ouattara, rien ne s'est passé. Attends, on est où là? Et à part ça, on est là, on a vu au Tchad. À un moment donné, les gens étaient à 2 doigts de prendre N'Djamena. C'est l'armée française qui selon pas tous les trucs, on bombardé ces colonnes de trucs et ces colonnes de militaires, paraît-il. Quand vous avez des vrais faux, mais quand vous avez des informations comme ça, il faut quand même les gens en Afrique, ils ont peur. Ça développe un sentiment anti-français. Hein, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas un panafricaniste 2.0 qui pense que c'est les autres qui sont à la base de nos problèmes. Mais un camp militaire en soi ne me gêne pas si c'est bien défini le travail que ce camp militaire veut faire. Si, comme on nous dit là, c'est ce qu'on nous dit, qu'ils sont venus pour instruire nos militaires à être efficaces contre les terroristes. Tant mieux. Mais ça devait se faire dans un cadre où on a discuté de cela largement au sein d'un parlement qui était efficace, mais malheureusement, nous n'avons pas de parlement efficace. Maintenant, revenons à la coopération régionale. Oui, pourquoi pas? Ça participe quand même du fait de renforcer la sécurité, mais malheureusement, nos gouvernants là ne fonctionnent pas comme ça. Nous sommes malheureusement là face aux gouvernants qui n'appliquent même pas la démocratie chez eux et qui vont donner des conseils au Mali, au Burkina et en Guinée. Mais c'est franchement ridicule. Ça fait que l'État n'est pas performant chez nous. C'est le grand défaut. Cela fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance quand on veut dire on nous amène la France, surtout à la veille des élections là, parce que les coopérations militaires, il faut voir ce qu'il y a dedans. Et nos gens qui sont au pouvoir là ne vont pas faire une coopération militaire et quand il y a marche, on leur dit, bon, ils veulent tirer sur nos populations, mais les gens vont s'en mêler. Je ne dis pas que ça se fait comme ça, mais il faut faire beaucoup attention. Une base militaire en soi, ça ne me gêne pas si c'est bien défini dans un cadre donné. Mais si c'est rester là pour ce qu'on connaît là, on ne sait pas qu'est-ce que les gens font, et aussi les dictateurs qui sont là veulent utiliser ces bases militaires là pour se maintenir au pouvoir.
Et le cas du Tchad, je m'associe à l'hommage rendu aux victimes et pas que faire partie de Sousa à l'entame. Ouais, vous voyez ce que ça donne là? Mais finalement, on se demande où se trouve l'humanité. Notre humanité de gens qui me disent c'est où? Et il faut interroger aussi certaines relations qu'on a avec des pays donnés. Hein? Aujourd'hui, c'est bien beau. Il y a une forme de panafricanisme qui laisse les vrais aux auteurs des problèmes, et les colons noirs qui sont dans leur quartier et vont s'attaquer aux petits-fils des colons qui ne voient qu'à la télévision. Oui, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas de remplacer les Français par les Russes et ainsi de suite. Non, nous devons réfléchir par nous-mêmes. Quand on va s'asseoir, nous pouvons avoir des solutions réelles quand même pour combattre ce que nous appelons un grave terrorisme qui en réalité c'est quand même une guerre que les désœuvrés mènent pour dire nous existons et essayer de faire quelque chose pour nous. Le cas du Bénin est symptomatique. Chez nous, c'est parce qu'on n'avait pas ces soucis-là. C'est la situation actuelle qui amène à ça. On ne sait même pas qui sont ces terroristes-là, ce qu'on appelle terroristes. C'est dit quelle est leur idéologie. C'est une idéologie, hein, ça n'a rien à voir avec la religion. Et quand vous regardez bien, au départ, dans d'autres pays, quand les gens viennent d'abord, c'est à la population, c'est aux églises. Donc, chez nous, ils ont visé pendant longtemps, c'est les commissariats. Un commissariat, c'est 2 militaires qui sont en poste quelque part, un camp qui est en construction. Il y a quelque chose qui... Je ne suis pas stratège en abbé, dans les abbés, mais il faut quand même dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une situation, comme je le dis, ça profite aussi quelque part au gouvernement en place. Et ça leur profite parce que là, vous voyez, d'ici à là, vous allez voir, comme ils ont commencé, il y a sur les réseaux sociaux, là, il y a tous 2 abrutis là qui ont fait on donne 2000 francs là, et faites une émission pour dire WhatsApp n'est pas sécurisé, nous écoutons, on a de grandes oreilles, et tout ce que vous dites, on a des haut-parleurs dans notre maison, dans notre chambre à coucher, on entend tout. C'est ainsi, on va dire, bon, il y a un souci, on fait coup-feu. C'est une situation qui arrange aussi un régime démocratique qui finalement n'écoute personne et qui pense que, est dirigé par des gens qui pensent qu'ils ont acheté le pays. Merci. Nous allons aborder maintenant le second volet de notre émission. Entre-temps, on a perdu M. Alfred Gouillon, un expert qui va s'il a des soucis techniques, qui va se joindre à nous à nouveau. Donc, la question évoquée depuis 2016 au Bénin, c'est vraiment la question de la réforme du système partisan. Malheureusement, en tout cas, le constat qu'on fait, l'objectif initial, c'était de stabiliser les partis politiques et de limiter la transhumance. Mais on constate même les 2 partis que les Béninois ont coutume d'appeler les partis jumeaux de Patrice Talon. On n'a pas cette stabilité au sein de ces 2 partis. Est-ce que, M. De Souza, aujourd'hui, on peut chanter l'oraison funèbre de la réforme du système partisan? Merci, cher Jules. Voilà un problème important qui affecte notre démocratie et la réforme du système partisan. L'objectif était déjà de réduire les partis, et d'empêcher cette transhumance que nous avons connue depuis des lustres. Voilà. Ben, écoutez, je pense que ça a accouché d'une souris, puisque qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons une transhumance à la vitesse grand V, à la vitesse du son. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché, quelque chose n'a pas fonctionné. Et on voit dans les 2 grands partis qui soutiennent le chef de l'État qu'il y a un parti qui s'est mué avec des alliances avec d'anciens partis, voilà, on veut constituer un grand pôle et on commence à voir comme un effet d'entonnoir des militants qui fuient le second parti, le BR, qui vont vers l'UP. C'est à croire qu'on a promis à l'UP, c'est à quoi ça laisse l'expression que c'est l'UP qui a l'onction du chef de l'État et l'onction voilà, pour propager la bonne nouvelle. C'est à croire cela, parce qu'on est en train de vider le BR pour l'UP, l'UPR, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent le nouveau parti. Non, soyons sérieux. L'UP le renouveau. Ah ben voilà, écoutez, l'UP le renouveau. Voilà. Donc, c'est dire que
Mais pourquoi nous observons cela? Et pourtant, la réforme devrait servir à empêcher ces transhumances-là. Mais la transhumance est bel et bien présente. Ça veut dire que la réforme du système partisan n'a pas accouché d'un bon bébé. Ça a accouché d'une souris. Il faudra repenser le système partisan au Bénin. Il faudra vraiment repenser le système partisan, le revoir de fond en comble, mettre sur la table et permettre aux acteurs, aux différents acteurs, de donner leur impression, de donner leurs idées pour refaire, parce que ce système, cette réforme n'a pas marché, soyons sérieux. Pour moi, selon moi, mon humble avis, ce système partisan n'a pas fonctionné, n'a pas marché. Donc, si nous assistons à cette transhumance, mais attendez, le BR soutient le chef de l'État, soutient l'action du chef de l'État. L'UP aussi, l'UPR aussi soutient l'action du chef de l'État. Je ne vois pas pourquoi alors, si nous soutenons un programme, parce que selon moi, quand je suis membre d'un parti, j'adhère aux idées de ce parti et j'accompagne, si nous sommes de la mouvance, c'est que nous accompagnons les actions du chef de l'État. Deux partis qui accompagnent les actions du chef de l'État. Mais comment se fait-il que si nous accompagnons tous ensemble une action bien déterminée, est-ce qu'il est encore nécessaire de quitter un parti pour un autre? Le problème se pose là. Est-ce qu'il est encore nécessaire? C'est pas puisque nous soutenons la même action. Pourquoi quitter l'autre parti pour l'autre? Donc, il y a un problème. C'est la question que moi je me pose. Parce que si moi je suis du BR et l'autre il est UP, nous soutenons le président Talon qui a un programme, mais nous soutenons un programme, à moins qu'il y ait un problème de management au niveau de chaque parti. Donc, le problème est encore bien là, bien présent. La réforme du système partisan n'a pas fonctionné. Je laisse la parole à Kassoumou et nous allons continuer le débat. Monsieur Kassoumou, malgré, j'allais dire, les sacrifices imposés au peuple, on se rappelle de mai 2019 avec les tueries, les emprisonnements, les exilés, pour faire comme un passage en force pour cette réforme. Malgré tout ça, on est revenu au point de départ. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui tout ça pour rien? Merci. On n'est même pas revenu au point de départ, c'est qu'on est dans le négatif maintenant. Ouais, on a dépassé le point de départ, on est allé dans le décor, en fait. C'est ce qui se passe là. C'est vraiment triste parce que c'est quand même, c'était moi qui disait que du temps que, bon, je suis tout de son école, hein, il nous disait, il aime souvent quand on vient le voir Grégory, au détour, il s'en rend ça nous revient, il dit, il faut vivre pendant longtemps pour voir tout et son contraire. Et déjà, même c'est même un faux problème. C'est-à-dire, je crois que certains l'ont soulevé, j'avais aussi fait un petit papier. Et ce type de système partisan, ou ce qui, c'est un faux problème. On peut pas, le système partisan, c'est quoi? C'est le système de relations qui existe entre les partis et aussi les interactions qui sont entre ces partis-là, qui sont des trucs qui sont en réalité des trucs dynamiques, qui se font, qui finissent pas peut-être à se stabiliser, qui finissent même, qui évoluent toujours, ça ne peut même pas se stabiliser, parce qu'en fait, de quoi il s'agit? Nous sommes dans un marché des idées, c'est un marché des idées politiques. Et on ne peut pas quand même dire, oui, bon, on va essayer de cadrer les gens. Il faut que l'idée que tu as, ça rend pour être dans telle idéologie et qu'elles sont faites en deux casiers. En fait, l'idée derrière, c'était quoi? C'était de dire, oui, on va faire comme les démocrates, on va faire comme les États-Unis. On va faire comme les républicains, libéralisme économique à outrance, et de l'autre côté, un peu plus que la droite, bon, disons droite et gauche, quoi, disons comme ça. Mais vous prenez le cas d'un pays avec, or vous n'avez pas les mêmes histoires avec ces pays-là. Et les trucs des républicains, des démocrates, je vous assure que si on écoute des spécialistes de ces questions, ils vont vous dire que ça ne s'est pas fait d'un coup. Mais nous, on a des gens qui ont fait, comme on le dit là, ils ont fait l'université de Bagdad, c'est là où ils ont fait leur droit, et ils viennent, ils disent, bon, ils créent deux casiers. Et vous voyez que dans la vie, quand on commence à créer des casiers, il faut savoir que c'est terminé. Et c'est ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. On a deux casiers, mais en réalité, c'est la pensée unique qui fonctionne comme ça. Ceux qui sont là, vous allez de ce côté. Mais là, ils viennent même déjà dès le départ, ils ont faussé le jeu. Ils seraient venus avec le truc dès le départ, dit, bon,
ils auraient pu créer dès le départ le UPBR. Ouais, vous, UPBR. Et maintenant, bon, nous, on a créé notre UPBR et vous maintenant, vous créez avec tous les autres là que vous dites de l'Assemblée. C'est une folie, en fait. Demandez aux gens là, peut-être que de se réunir et diminuer les partis, mais les partis se diminuent naturellement. Et les partis, ils sont nombreux, mais comme le parti suivi plus de 4 ans, 5 ans dans ce pays, alors qu'on sait comment ça se passe dans le pays, le parti est financé juste en son temps, même jusqu'à présent. Et curieusement, l'innovation qu'on aurait souhaité, nos partis, vient aujourd'hui des démocrates, où je vois des télétons, on lève des fonds comme le font les associations des partis ici, pour pouvoir renflouer les caisses de l'État, du parti. Donc, ce truc-là, le système partisan est fabriqué par ces juristes, les conseillers, les idéologues du terrorisme autoritaire, a lamentablement échoué. Aujourd'hui, on a, comme le dit Patrick de Souza, on a le UPR-PRD, non, on a le UPPRD, ou bien UPR, comme pour ceux qui veulent, moi je les appelle UPPRD, parce que c'est plus simple comme ça, parce que c'est passé avec UPRD. C'est un parti qui on lui demande de se saborder. Il s'est sabordé, il a signé son acte de naissance, ça donne un acte de décès par lui-même, et il s'inféode maintenant au parti majoritaire du chef de l'État, disons, si on peut parler comme ça, il s'inféode à ce parti-là. Et il y a un second parti, comme le constate le parti de Souza, ce parti de Souza qui n'a pas disparu. Mais ça pose un problème fondamental. Au beau milieu de tout ça, là, il y a une certaine orchestration pour montrer aux gens qui sont des ignares et des sots que finalement, il y a un parti qui est en opposition à l'autre. C'est ce qui a voulu être créé. C'est vraiment, je ne sais pas, souvent des choses sont décidées par des gens qui ne sont pas spécialistes dans ce domaine-là. Donc, tel parti serait un parti du sud, de la région septentrionale, méridionale de notre pays, et l'autre serait... Pendant 2 semaines, ce truc est resté comme ça, avant qu'une certaine nous commence à dire, mais attends, mais c'est de la supercherie. Et un peu, dans ça, il y a 2 propos qui m'ont marqué. Mon travail, je ne suis pas sur place. Ouais, je ne peux pas être sûr de tout ce que je dis, mais au moins, je me base sur des faits que tout le monde a vus. Il y a M. Nourdine Saka Saleh, je crois le premier. Il dit, mais attends, vous avez il dit, vous n'avez jamais vu le BR, ils ont encore des ministres au pouvoir qui sont là dans le gouvernement. Il y a l'UP, ils sont toujours là. Et maintenant, il y a un nouveau communicant qui se dit qu'il a tous les diplômes de communication et les spécialistes de questions, qui vient renforcer le BR, qui sent montrer que oui, non, c'est un jeu. On ne peut pas nous dire que le BR aujourd'hui, l'UPPRD sont des gens qui sont en antagonisme. Ce n'est pas possible. C'est un jeu qu'ils font, ils sont les seuls à comprendre pourquoi ils le font. Et si c'est le schéma, c'est de dire ce parti du sud, ce parti du nord, on voit le problème que ça amène dans un contexte où finalement, il y a ce que j'appelle la dahoméisation ou bien la gléléisation, que ceux qui nous écoutent nous comprennent bien que je n'ai rien avec les gens de la famille Glélé. Mais je me base sur ce que disent un des leurs. Si c'est ça, parce qu'on dit que c'est Glélé qui veut ce qui nous arrive là dans le pays. La violence, le fait de mettre les gens dans les casiers, le fait d'arrêter les gens, et tout ça parce que c'était dit d'avance. Et là, on est en train d'exécuter les choses dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, en fait, par rapport à ce type de système partisan, il faut l'oublier. Deuxième fait qui me réconforte dans ce que je dis, c'est un très bon politicien, parce qu'il a un discours aussi construit, c'est monsieur du GSR, Grande Solidarité Républicaine. J'oublie son nom. Voilà, M. Guédou. Il va, il s'étonne, il se rend à la réunion à la réunion, on le convoque à une réunion, et il retrouve des morts, il retrouve des cadavres. Il dit, mais attends, mais c'est quoi? Mais vous ne pouvez pas dire que... Donc, c'est les mêmes personnes formées à l'université de Bagdad qui ont eu ces idées-là. Vous dites, vous avez signé un truc de mort, vous avez fait des tapages, vous avez fait une belle fête, tout le monde était en jaune. Ouais, et maintenant, on vient, vous dites, maintenant, on revoit encore les gens qui étaient décédés, qui étaient morts. Le gars dit j'ai mal, j'ai rencontré des cadavres. Mais je suis d'accord avec lui. Donc, on ne peut pas mieux dire. C'est-à-dire, on a du personnel politique de qualité dans le pays là, mais curieusement, on ne les écoute pas. Vous voyez les 2 personnes qui ont cité, mais c'est l'impression de ne même plus faire débat. Ils ont tout dit. Donc, le système partisan, pour moi, il faut oublier ce système partisan-là, parce que je me fonde sur le fait qu'on ne peut pas rester là dans des tests, régler des interactions dans les tests. Il y a des mécanismes de l'action, des ressorts de l'action. Ça, c'est connu, ça, pour ceux qui sont des spécialistes de l'affaire. Les mécanismes d'une action, les ressorts de l'action, les visées de l'action, les coûts, les calculs avantages liés.
Oui, mais on ne peut pas dire nous enfermons dans un test, tout ça. Non, c'est des schémas, on a des modèles. Mais ce que fait, ce que ce système partisan nous donne à voir et on nous demande d'appliquer là est totalement faux. Et avant d'aller même à ces élections, ils nous ont démontré, ça a démontré ses limites. Pourquoi? On dit, vous ne devez pas être deux partis réunis pour avoir des candidats, des trucs. Mais qu'est-ce que les gens font? Les mêmes personnes qui font les tests, qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'ils ont fait. Avant qu'on aille aux élections, parce que le PRD a été largué complètement, encore de toute façon, le PRD a tout perdu dans l'affaire, parce que longtemps, il s'est dit, son président était devenu, il a encore repris sa toge, mais je pensais le voir à la Cour constitutionnelle, mais il a été quand même proprement bien distribué, ça a été toujours comme ça. Et attendons de voir la suite. Ouais, donc, le système partisan ou bien le système partisan. Le système partisan doit laisser, en principe, aujourd'hui, s'ils sont honnêtes et sincères avec eux-mêmes, nous retournons à notre système traditionnel où on a des multitudes de partis, parce que c'est un peu comme en musique. Il y a des goûts, il y a le jazz, il y a le truc, il y a tout ça. Les idées politiques fonctionnent comme ça. On ne peut pas former deux casiers et dire rentrer dedans tout de suite. Non. Après, le jazz et les reggae peuvent se mettre ensemble parce que, disons, ils ont telle origine, les musiques cubaines et les musiques. Et c'est normal parce que c'est les Koumènes qui amènent ce truc-là au bord du fleuve Congo, qu'on appelle le Harumba. Hein, on peut dire que les Cubains, les Rumba peuvent se mettre ensemble et c'est comme ça. Après, finalement, on peut avoir deux tendances. Hein, peut-être la musique classique qui va se rallier, ainsi de suite. Mais nous dit qu'on rentre dans des casiers, c'est un faux problème. Merci. Merci. Je voudrais, si Jules me permet, je vais juste rajouter un petit mot, s'il me permet. Oui, allez-y, oui. Je voudrais dire que la politique dans notre pays, selon moi, est dépourvue de toute vertu. La politique, pour mener une bonne politique, il faut de la vertu. Il faut de la vertu. Et ceux qui sont en charge de mener la politique, ceux qui sont investis dans ces rôles-là, doivent avoir le souci de véhiculer une certaine vertu, une certaine éthique. Il y a l'éthique en politique. La politique n'est pas dépourvue d'éthique, non. Il y a une éthique qu'il faut véhiculer. Il y a une certaine éducation que nous recevons déjà depuis la maison, déjà, qui nous forge. Et quand nous accédons à des postes de responsabilité, cette éducation doit nous suivre. Mais nous constatons, chez nombre, je ne vais pas citer des noms, mais les Béninois le savent, hein, et ça se dit dans les discussions, sur les forats et autres, ils savent qui est qui véhicule une bonne éducation, qui véhicule une vertu ou pas. Le tout ne suffit pas d'avoir des diplômes, ce n'est pas des diplômes la politique, non. C'est pas cela, non. La politique doit revenir à sa déontologie de base. La politique, l'homme politique béninois de demain doit revertir une vertu, une certaine éthique pour le bien de notre pays, pour prendre des décisions. Je ne peux pas voir que tel tissu est blanc. Je vois que c'est blanc. On me demande et je vais dire c'est noir. C'est là, c'est cela qui se passe chez nous. Donc, la politique manque de la morale. La politique manque de vertu, d'élégance. La vertu est une élégance en politique. Et la vertu se forge sur la conviction. Et cela manque à notre pays. J'en ai terminé. Monsieur Rougnon, par rapport au système partisan, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire qu'il faut réformer la réforme du système partisan? Oui, déjà, la réforme annoncée n'a pas marché, bon, la majorité des réformes, parce que la réforme vise une amélioration, constate des défaillances et crée plus d'attirance, plus de règles, plus de morale, plus d'éthique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le cafouillage se constate. Déjà, ils ont voulu réduire en deux casiers là, donc même casier, et c'est dans la même troupe que les gens sont déçus, sortent. Déjà, à la base, moi, je n'ai pas apprécié la manière dont la réforme a été faite avec plein d'exclusions où des gens sont restés dans leur coin pour monter un système, alors qu'ils n'ont pas du tout fait l'élémentaire. L'élémentaire, c'est quoi? Moi, j'aurais voulu, par exemple, obtenir en ligne, quand je tape UP, je vois UP ou bien si c'est parti de droite ou de gauche, je rentre dedans, je vois les ténors, je vois la possibilité d'y adhérer, je cotise et je vois la philosophie et je vois la possibilité de me présenter
de donner ma philosophie, mon idéologie et d'y mettre peut-être un ou deux projets que je suis en train de faire. Il n'y a aucune base de données, vraiment. On ne peut pas accéder aux trucs en ligne. On ne peut pas comprendre le mécanisme de fabrication des leaders au sein du parti. Et tout est resté toujours dans les mains, je ne sais pas, des mains invisibles où il y a un mécène quelque part qui dénomme les gens. On ne peut pas faire une réforme et en arriver là. C'est qu'on on est en train de se tromper, de tourner en rond. Donc, moi, par exemple, je ne dirais pas qu'on va réformer la réforme parce que déjà, c'est mal parti puisque le truc n'a pas de vertu, comme le disait M. Patrick tout à l'heure, M. Patrick de Souza. Et aussi, quand j'ai suivi M. Moukaïla que j'ai rattrapé, excusez-moi pour la coupure, je crois qu'il faut qu'on aille sur de bonnes bases. On ne peut pas vouloir améliorer quelque chose, rester dans son coin et visser. Ils ont tout vissé, quoi. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas parmi les gens qu'on sélectionne là, qui sont amis, qui a la vérité. En fait, là, on a un peuple et comment on appelle, la dynamique, l'intelligence est diffusée partout. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin et dénicher les têtes parce que le truc est spontané et les réflexions sont individuelles au niveau de chacun. On est à peu près 12 millions. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre confort de cartel là, comme le disait M. Mikaela la fois dernière, et commencer par fabriquer une sorte de république à votre imagination. Ce n'est pas possible, c'est ce qui s'est passé. Là, ils se sont trompés. Il faut laisser le jeu ouvert pour que les gens se battent indépendamment pour définir les règles et obtenir quelque chose de viable pour la postérité. Là, maintenant, ils ont fabriqué un truc qui ne va même pas durer. Si le président Talon quitte le pouvoir, qu'il s'organise même pour que cet dauphin vienne, ça ne va pas fonctionner. C'est ça qui s'est passé en 2006 aussi. Ça ne va pas fonctionner parce que les trucs sont tellement mal faits et renversés que vous n'arrivez même pas du tout à retrouver le patriotisme. C'est-à-dire, soit vous vous taisez si vous êtes patriote jusqu'à la fin et vous êtes complotiste, soit vous criez et puis vous vous retrouvez en prison. Donc, vous voyez, il faut laisser le jeu indépendant. Il y a les trucs, des secteurs où on peut faire du business, gagner de l'argent. On peut même s'organiser pour toujours nommer le ministre du Trésor public, faire les lobbies, tout ça là. Mais la politique a besoin de morale, comme le dit M. Patrick, tout ça. Une morale, c'est-à-dire indépendamment de soi, qu'on soit voyou ou pas, excusez-moi le terme, on doit laisser le jeu là dans l'éthique, dans la théologie de la chose. Sinon, ça va pourrir, ça va rattraper tous ceux. Là, personne n'est intéressé par la politique. Hein. Même les plus pardons de Cotonou ne parlent plus de politique. Tout le monde a compris, c'est une honte lamentable. Moi, par exemple, je n'ai jamais pu rentrer dans un parti politique. Et je savais qu'avec les réformes, j'allais espérer qu'il y ait quelque chose de clair. On est dans la dématérialisation, l'informatique, le web, ils sont criés, qu'on est vraiment dans les trucs nouveaux là. Je savais qu'on allait faire des trucs en ligne où les gens viennent indépendamment, on ne les connaît même pas. Là où on est là, j'ai comme l'impression qu'on fait des listes depuis les communes pour les positionner. La réforme a abouti à où? On ne sait même pas qui finance. Une réforme de cooptation. De cooptation, voilà, les mêmes systèmes. Ils ont voulu valider un truc qu'ils ont organisé en cachette tout le temps parce qu'ils nous ont enroulé dans la farine depuis les années de la démocratie du début là, où ils ont cherché un mécène qui fait tout, il confie toutes les recettes de la nation d'une manière bizarre. Et en retour, ils leur donnent de l'argent parallèle à leur système, à ce qu'ils gagnent. Donc, ils ont maintenu. Après, il y a eu d'embrouillante et le monsieur peut-être a eu le pouvoir, tout ça, et il a voulu valider des trucs qui ne se valident pas. Il n'a pas eu de bons conseillers. Il a peut-être de très bonnes visions, mais il n'a pas eu de bons conseillers du tout. Il n'a pas eu des champs politiques, il n'a pas ouvert le débat. Le jeu politique est toujours, il faut toujours l'ouvrir. Il ne faut pas avoir la crainte de l'individu, du citoyen. Parce qu'on ne sait pas en qui la bonne solution est. Ceux en qui vous avez confiance, que vous dominez, à qui vous distribuez de l'argent, peuvent ne pas vous dire la vérité de peur de perdre les miettes que vous leur donnez. Donc, il faut ouvrir le jeu pour que les gens indépendants puissent venir aider le système à retrouver sa place. Je pense que c'est le faux dans lequel on s'est lancé là, qui a tout faussé là maintenant, la réforme du sympathisant, qui est vraiment une réforme politique, qui est dans la main d'un grand politicien qui a généré plein de politiques, qui a organisé, qui a monté tous les systèmes possibles, tous les concepts, même
l'événementiel politique du pays, l'icône. Et tout est tombé dans ses mains comme ça en matière de réforme politique. Moi, je n'ai pas du tout aimé parce que je vois aujourd'hui que quand on parle de réforme, quand on va même dans l'élection locale, on trouve des compétences. Regardez tous ces jeunes-là qui sortent des universités, qui viennent même de l'Europe, qui n'arrivent même pas à se positionner dans une mairie. On retrouve encore des vieux loups qui ont fait 30 ans, qui n'ont brillé pas, comment on appelle, leur incapacité. C'est eux qu'on retrouve encore dans les trucs de l'élu local, CA, les trucs comme ça. Ça, il faut donner des trucs là aux jeunes géographes. Ils n'ont qu'à s'expérimenter, trouver des mécanismes pour que les gens se frottent, se cognent avec les idées. Cette fois-ci même, il n'y a même pas eu de débat politique. Vous imaginez comment on peut accompagner des réformes et un programme politique aussi ambitieux sans débat politique? Il faut la collision des idées pour que les chefs de l'État qui profitent des citadins. Avec ce système qu'ils ont mis en place, il a perdu toute l'intelligence. Tout le monde a fait. Il n'y a que des gens qui l'incitent lui-même, qui sont autour de lui maintenant. Voilà. Merci. Oui, nous sommes à on va dire quelques semaines des prochaines élections législatives au Bénin. Est-ce qu'avec le contexte actuel, on s'achemine vers des élections beaucoup plus inclusives, M. Kassoumou? Élection inclusive avec le système en place, je ne crois pas du tout. Quand je réponds comme ça, pas souvent même avec des dédain, mais très honnêtement, à force, parce que là, j'utilise toute la force toute la puissance et la force que la vérité me permet pour le dire. Mais là, ils disent qu'une tête de radicaux pensant qu'ils sont en train de mal faire. Enfin, beaucoup pensent que à traiter quelqu'un de radical, c'est lui dire qu'il n'est pas bon. Hein, et je profite rapidement de votre plateau là pour dire le radical, c'est quelqu'un quand même qui comprend l'essence des choses, quand on remonte à la racine du truc, l'essence des trucs, et qui a une connaissance fine de ce sur quoi il est en train de faire une analyse ou bien de dire au moins ce qu'il sait. Hein, sans la démocratie, sans la justice, on ne peut rien. Hein, c'est vrai que les gens pensent, on dit, souvent les gens sont rentrés dans cette manipulation des mots que ce système-là fait. Quand on te présente aujourd'hui comme un radical, c'est que c'est toi qui veux tout casser. Moi, je suis ici, moi, je vais casser quoi, moi? Non? Ce qui va se passer, ces élections, avec le système en place, ça fera la 4e fois que ce régime-là va rester sans organiser une véritable élection. Voyez-vous. C'est vrai qu'il y a un semblant, bon, je ne suis pas d'un parti politique, hein, je ne suis pas, c'est vrai qu'on dit là, on va auditer une liste, la liste sera auditée, ce qui n'est pas déjà mal, mais la garantie qu'on peut avoir, le citoyen peut avoir, que son suffrage ne sera pas volé ou bien donné à quelqu'un d'autre, c'est quand même d'avoir une transparence sur toute la ligne, sur toute la chaîne électorale. La chaîne électorale, c'est quoi? C'est la liste électorale, d'accord? C'est la commission en charge des élections, la Sénat, comment ça se fait là, et tout. Et aussi, le bout de la chaîne, la Cour constitutionnelle. Mais quand vous voyez toute la chaîne que je cite là, est-ce que vous retrouvez une autre obédience dans cette chaîne-là, à part le cartel de partis des gens au pouvoir et les partis bagages accompagnés? Ouais, il n'y a pas. On était là quand, curieusement, ce n'est pas 2 personnes qui arrivent, le questionnement que je fais là, l'interrogation que je fais, ce n'est pas monsieur le président des partis des démocrates, monsieur Éric Ndete, qui rencontre la rencontre avec les gens de la Sénat, ou bien je ne sais pas si c'est non, avec le responsable en charge de la liste électorale, dit, mais je ne peux pas être sûr de votre affaire là, parce que je ne suis pas associé. Il y a même un député aussi qui dit non, mais la liste qu'on a affichée là ne correspond pas à la réalité. Hein? Ouais, après ça, il y a M. Jean-Baptiste Elias de la société civile qui s'invite dans l'affaire. Curieusement, pourquoi lui? On peut se poser cette question. Encore que, bon, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que vous savez pendant longtemps comment la société civile a été traitée dans ce pays-là. Donc, je ne peux pas être sûr que ces élections-là seront des élections inclusives, mais pour montrer quand même ça, pour une fois dans la vie de ce régime, si ce régime-là veut organiser une élection transparente, le minimum que les partis de l'opposition, parce que je fais quand même la part des choses, quand je parle de l'opposition, il faut faire la part des choses. Il y a les partis réellement de l'opposition, on peut les taxer de radicaux ou bien comme on veut.
en réalité, sont eux qui ont bien raison. Je précise encore une fois qu'un radical n'est pas quelqu'un, ceux qui ont le temps, qui consultent le dictionnaire. Ouais, je n'apprends rien à quelqu'un. Donc, je fais la différence entre les vrais partis de l'opposition, les démocrates et autres qui sont réclament, et les partis, d'accord, de la mouvance présidentielle qui s'opposent aux vrais partis de l'opposition, hein, comme les partis comme FC2, les partis satellitaires et d'autres partis qui disent nous étions au centre, on ne sait pas, on fait les équilibristes, finalement on les retrouve aussi. Je crois qu'on les a retrouvés, ils vont se positionner à l'UPPRD, par exemple. Donc, minimum, commission tripartite, hein, pour que les gens soient sûrs. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas quelqu'un dit nous n'irons pas aux élections. Hein, parce que la vie d'un parti, les gens qui ont un parti ont vocation à participer, à changer les choses. Encore que là, il y a lieu de changer. Donc, commission tripartite pour résoudre cette question, opposition, mouvance présidentielle et société civile. Ça peut se faire si c'est la seule façon, c'est pas cette seule façon-là que le régime au pouvoir peut démontrer que pour une première fois, depuis qu'ils sont là, depuis 2016, ils veulent organiser une élection libre et transparente. Encore qu'ils savent ce que ça veut dire. C'est ça qui les amène au pouvoir. Et personne ne peut nier que Patrice Talon a gagné les élections de 2016. Il a gagné haut les mains. Il a bien gagné. Parce que le système en place, la démocratie avait permis cela. C'est en cela qu'un éminent homme politique du pays dit on aura toujours besoin de la démocratie. Ouais, on aura toujours besoin de la démocratie. Et pour avoir cette démocratie-là, il va falloir... Même si on en sort, on va y revenir. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un c'est un homme politique qui a quand même le sens de la formule, et il faut lui reconnaître ça, mais cela dénote de son intelligence, qui tranche singulièrement avec les gens qui ont fait l'université de Bagdad. Merci. Monsieur de Souza, d'ici janvier, est-ce que c'est toujours possible de rattraper le retard pour que l'élection de janvier ne soit pas comme déjà vu sous le régime de Patrice Talon? Merci. Je pense que mon cher Kassoumou vient de toucher un certain nombre de mettre le doigt sur un certain nombre de points focaux et concernant ces élections. Je dirais, le temps est déjà trop court. Nous sommes disons pratiquement fin octobre et nous n'avons que 2 mois. Nous n'avons que novembre, décembre. Et combien de temps disposeront-ils pour vérifier chaque étape de la chaîne électorale? Rien n'est moins sûr. Le temps est trop court. Et évidemment, il faudrait que les partis d'opposition, par exemple les démocrates, soient sûrs que quand ils vont à ces élections, le résultat ne sera pas tronqué. Il faut que les partis d'opposition soient sûrs que ceux qui sont sur la liste électorale soient effectivement de vrais électeurs et que les électeurs dont les noms se retrouvent sur les partis, sur la liste électorale, soient informés qu'ils doivent voter à tel endroit. Si je me retrouve sur une liste et je ne sais même pas où est-ce que je vais voter, il y a déjà un problème. Et de plus, comme mon prédécesseur vient de le dire, il paraît que d'ici quelques jours, il y aura l'audit de la liste électorale. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Nous n'allons pas jeter l'anathème sur quelque chose qui se fait, qui entre dans le cadre pour rendre crédible une élection. La liste électorale est le socle de toute élection. Si la liste est faussée, parce qu'il paraît qu'il y a des noms d'électeurs qui se retrouvent sur cette liste, si on ne fait pas l'audit, l'audit doit se faire déjà comme l'accord est donné par les acteurs. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer. Maintenant, l'audit seul de la liste électorale ne suffit pas. Tout au long de la chaîne, il y a les institutions, comme l'a dit Michaela,
La commission chargée de l'élection, est-ce que les partis d'opposition ont un regard là-dessus? Mais au bout de la chaîne, qui valide? Je crois que c'est la Cour constitutionnelle. Et nous savons. Bon. Donc, il faudrait que toutes les conditions qui garantissent une élection crédible, une élection inclusive soient réunies avant que les partis n'aillent à ces élections-là. C'est important. Et j'en appelle au gouvernement pour ouvrir les portes, ouvrir les portes aux partis et afin de répondre à leurs préoccupations. Et je pense que les membres des démocrates et autres partis d'opposition ne sont pas des novices non plus. Ils savent ce qu'il faut pour garantir une élection. Et il faudrait aussi qu'au sorti des urnes, que les représentants, aussi bien des partis de l'opposition que de la mouvance, sortent avec un PV où les deux ont signé pour dire, ben, moi je suis d'accord, tel nombre de personnes ont voté pour BR, tel nombre de personnes ont voté pour telle liste ou telle autre. Ça, c'est très important. Il faudrait que dans les bureaux de vote, au sorti de cette élection, que les représentants des partis d'opposition et de la mouvance signent le même PV et que ce PV ne soit pas transformé après. C'est très important. Donc, toute cette chaîne, je pense qu'ils ne sont pas des novices. Il y a des rompus à la tâche qui sont dans ces partis d'opposition. Je compte sur Eric Ondete qui a une grosse expérience politique derrière et les autres pour aller quand même en profondeur et répondre, pour que le gouvernement réponde à tous ces critères nécessaires pour valider une élection crédible. Et surtout que nous n'allions plus à ce que nous avions vu en 2019. Il ne faudrait pas qu'il y ait une seule balle de tirée dans ce pays. Il faut qu'on arrête avec cela. Qu'il n'y ait plus un seul citoyen béninois qui tombe sous les balles à cause d'une élection. C'est une honte. C'est une honte pour nous tous. Il faut arrêter cela. Que notre pays donne l'exemple maintenant. Pour occuper un poste, on n'a pas besoin d'enlever la vie d'un citoyen. Non. Regardez, on est déjà à la fin d'une législature. Et pourquoi il y a eu des morts? Pourquoi des Béninois étaient tombés? À cause d'un poste. Je pense que c'est extrêmement grave. Il faut qu'on arrête cela dans notre pays. Plus une seule balle de tirée sur un citoyen béninois. Qu'on aille à des élections crédibles, à des élections inclusives, à des élections paisibles pour assurer la paix à notre pays. Merci. Monsieur Rougnon, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. J'essaye de gérer. Ah oui, j'ai compris. OK. Que faut-il faire finalement pour que les prochaines élections, votre vote soit viable, que votre vote aille effectivement au candidat de votre choix? Merci, monsieur Jules. Il ne faut pas se leurrer, hein, ça n'arrivera pas. Je suis radical. Il n'est même pas possible d'y rêver. Il y a élection ou pas. Et ce débat, il est toujours permis de débattre, hein, mais il n'y aura pas d'élection, c'est des nominations, ça. Vous allez avoir ça où? C'est qui veut faire élection? Qui veut faire démocratie, là? Les gens sont restés dans un corpus de monopole. Même déjà au cœur de la démocratie qu'on organisait avant, c'était à cause du jeu de mécénat que tout le monde n'a pas vu, qu'on a vu un semblant de démocratie qui a marché. En réalité, on n'aura pas droit à ça. Ça, il faut être sincère. Moi, particulièrement, je n'accorde aucun crédit à quoi que ce soit. Je ne sais même, je ne veux même pas savoir s'il y aura élection en janvier 2023. C'est un truc qui est connu d'avance. Ils ne vont rien céder. D'abord, il faut des principes. Et c'est vrai, on ne veut pas de balles. On ne peut pas arracher des vies à des citoyens simples pour des questions de poste. C'est stupide. Mais les gens ne sont pas à ce niveau de conscience. Hein. Et pour leur poste, ils vont tout faire. Hein. Ils vont tout faire parce que
ils n'ont pas oublié qu'ils y mettent de l'argent. C'est-à-dire, si on met de l'argent, il faut dire les termes clairement. Hein. La politique, c'est de l'argent. C'est ce qu'on a organisé. Ils mettent de l'argent pour acheter tel, pour toute la chaîne. Vous savez, non? Le chef de l'État actuel l'a bien dit. Les grands électeurs. On n'avait pas ça dans notre constitution, mais bon, il nous a servi le débat. Mais dans ça, il ne faut jamais croire. Il ne faut même pas songer à une élection. Le jeu là continue comme on l'a vu. Et il n'y aura pas de personnes tuées si seulement les gens se résignent. C'est tout, hein? À moins qu'il y ait un changement de paradigme et que les gens décident vraiment, les citoyens prennent conscience d'un certain nombre de choses et que la nature, peut-être je vais faire le jeu de la providence, la nature décide de mettre fin aux histoires là que je ne vais pas nommer. Donc, moi, je ne mets même pas mon espoir dans ça, d'une certaine crédibilité ou bien du fait qu'il y ait des élections. Déjà, jamais je n'ai cru au verdict des urnes. Jamais. J'ai été observateur en 2006 à Tourou. Ce que j'ai vu de mes yeux me permet de ne jamais croire au verdict des urnes. Jamais. Dans un pays comme le Bénin, où tout est compromis, tout est perverti, vous pensez que les gens, où tout avec de l'argent, 5 000, 10 000, avec un plat de spaghettis, les gens changent de conviction. Un plat de spaghettis, 1 euro. Les gens laissent leur poste pour un vieux. Un plat de spaghettis. Vous pensez que du Nord, là, à Cotonou, vous n'avez pas vu sans élection dans le Nord, on a tout validé en 2019. Ah non, non, on est dans un système, il faut connaître le système. On n'a pas encore changé le système, on n'a pas encore réfléchi à changer le système. Je ne crois à rien. C'est-à-dire, qu'il y ait élection ou pas, ils ont déjà leurs résultats d'avance. Il y aura peut-être des nouveaux cooptés qu'on va mélanger un peu pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes têtes à l'Assemblée, mais ça va être... Moi, je ne donne aucun crédit à ça, je ne vais même pas trop en discuter, parce que je sais déjà que c'est le même jeu, c'est la même équipe qui faisait le jeu à l'intérieur de la démocratie qui est là et qui a tout le jeu en main. Il ne laissera rien, il n'accordera rien. Dans quel intérêt il va autoriser la démocratie, par exemple? Le système en place va autoriser la démocratie, dans quel intérêt? Pour y gagner quoi? Pour maintenir tout ce qui est fait là? Pour obtenir quoi? Alors qu'ils sont assis sur le règne de l'argent, les trucs, le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est pas le développement. Donc, on ne peut rien obtenir de là, hein? Rien, ça, je vous dis la vérité. Moi, je suis dans mon confort, je me conforte bien dans cette pensée-là pour dire non, ça, on ne peut pas faire avec. Il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas d'élection en tant que tel, il y aura toujours les nominations, toute la chaîne est connue. Ce qui se passe actuellement, c'est juste pour un peu, et comment on appelle, et baratiner la communauté internationale. C'est-à-dire, on a fait toutes les étapes. Les sorties, on va de gauche à droite, on court, des partis courent beaucoup. C'est pour dire, arrête, nous sommes allés sur le terrain, on a convaincu les populations. C'est juste la communauté internationale. Sinon, tout le monde sait que les élections n'ont pas encore développé des outils qui nous permettent d'exprimer le suffrage. Moi, par exemple, si je vote, je ne veux pas, mon vote ne va pas partir à l'élection de tous. Ça va rester coincé dans un panier, dans une poubelle, bien dans le recoin de quelqu'un. On n'a pas encore développé des outils qui nous permettent, si peut-être on pouvait même voter directement par WhatsApp, ça aurait été mieux. On va connaître, si on peut ramener même les votes aux arrondissements simplement et que chaque quartier organise ses votes, ça aurait été mieux. Tant qu'on ne va pas réfléchir à notre système, moi je vous dis que si c'est le truc où on nomme les gens déjà d'avance, celui qui veut recevoir le PV, il est déjà nommé, il a été ministre de l'énergie, ministre de lui-même vétérinaire, ministre des hommes, il n'a pas encore, il ne s'est jamais occupé des animaux, il n'a jamais eu de prouesse, mais il s'occupe des humains, il est maintenant à la tête des élections, et il est nommé, il est toujours dans le système, il a été candidat plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, et il est déjà là. Vous voulez discuter de quelle véracité avec un aîné comme ça? Il est là. Maintenant, à la Cour constitutionnelle, ou le sommet, le suprême du suprême, là, vous voulez voir quoi dans la Cour constitutionnelle? Il n'y a rien. Prenons le débat courageusement. On n'accusons pas ceux qui sont là. On a été pris au piège par un système qu'on n'a pas démonté. Et c'est à nous maintenant, en tant que citoyens, individuellement, déjà chacun dans sa maison, et collectivement, dans les débats, comme vous l'organisez, je vous remercie beaucoup, pour que les idées des gens sont intelligents, ils sont dans les coins là, on ne les écoute pas. Pour que les gens sortent des idées, pour que demain, nous puissions construire quelque chose qui ressemble au règne humain.
au règne animal où l'homme est supérieur là. Parce que là, actuellement, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec, c'est pas un système politique, c'est même pas un système, ça n'a pas de nom. Et ça ne va pas changer, il n'y a pas de truc à croire. On laisse ça comme ça, hein. Janvier va passer, nous allons voir les résultats. Les gens qui soutient savent très bien, les partis de LD là, ils savent très bien qu'ils n'auront rien. Ils n'auront rien, à moins qu'il y ait des compromissions. Donc, ils ne vont pas vous parler, à moins qu'il y ait des... Parce que les gens se voient dans les coulisses. Si aujourd'hui, celui qui est à la tête du système prend son téléphone et appelle, certaines personnes, ils vont partir, pas pour prendre de l'argent forcément. Ils veulent leur dire, je te laisse, je te donne un poste. Ils ne vont pas vous le dire. Donc, le système est perverti, corrompu, pourri. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est la partie, c'est en fait la maturité ultime d'un système pervers qui s'est développé depuis les années 91 et qui a atteint son optimum. Maintenant, ça doit chuter, qu'on veuille ou pas, que les gens soient riches ou pas. Ça doit chuter. C'est à nous, la génération montante, ceux qui sont là, de réfléchir et d'être humains. Parce que là, on n'est pas dans l'humain, on est dans le règne de la déshumanisation. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse épiloguer pour dire nous allons accorder un petit crédit, mais ce serait un AVC. Ça ne conduira nulle part, ni à la démocratie, ni à l'élection de quoi que ce soit. Que vous participez ou pas, le résultat est déjà connu. Que vous participez ou pas, tout le monde sait. Ils savent, ils nous écoutent. Vous voyez, donc, et c'est ça, moi, mon point de vue. Il faut que ça soit clair. Si nous ne crivons pas quelque chose, ne montons pas quelque chose, si quelqu'un va de travers de ce qui va se passer en janvier, là, il va se retrouver de l'autre côté de ceux qui avaient subi en 2019. Donc, c'est une question de refondation totale du système, d'écriture. Voilà que les gens du droit n'ont pas eu le temps de former correctement des gens pétris du droit. Ils ont formé seulement des diplômés. Et c'est dans tous les secteurs. On a formé des agronomes. On n'a pas formé des praticiens. On n'a formé que des trucs qui n'ont pas de réalité avec le terrain. Et c'est ça qu'on est en train de subir actuellement. Donc, quand on va fouiller le débat là, quand on va vouloir décanter, vous allez vous retrouver au système éducatif. C'est lui qui est à la base de tout ce qu'on a entendu. Parce que lorsque vous êtes bien formé, bien pétri, il n'y a pas ce mécène-là. Il va vous donner de l'argent. Il va vous donner même de l'argent pour faire votre thèse. Mais ça ne peut pas, vous ne pouvez pas lui permettre de changer votre manière de concevoir la chose pour la postérité. Vous voyez, ça, c'est la formation de pan, la qualité qui donne ça. Mais quand les gens sont formés au hasard dans un truc là bizarre pour obtenir diplôme, ça ne donne aucun résultat. Chacun tire les dents de son côté pour ça suffit. Oui, mais monsieur Rougnon, je vais rester avec vous pour prendre en même temps votre mot de fin. Mais avant de dire votre mot de fin, j'ai une question d'un internaute parce que vous avez parlé tantôt des outils pour crédibiliser les élections. Et l'internaute Marius Todan voudrait savoir de quel outil il s'agit. Et vous pouvez répondre à cette question et profiter en même temps parler rapidement de l'adhésion de l'ancien député Kimi Topé et de Nadine Okumanso au Parti Les Démocrates. Donc, de façon vraiment ramassée, parce qu'on va conclure bientôt l'émission. Oui. OK. Les outils, je n'aime pas souvent le téléchargement. Ce n'est pas des outils préconçus. Moi, j'aime ma conception de la chose. Monsieur Jules a sa conception de la chose. Chacun ira à la table un jour, bien, on va se retrouver. Il y a plein d'outils pour faire de bonnes élections. Je disais tout à l'heure, on connaît le nombre d'individus probablement dans l'administration, on connaît les secteurs, on se connaît, on n'a même plus besoin de se recenser aujourd'hui au Bénin. On a les outils GSM. Tout ça, là, c'est des points clés pour récupérer et pour faire le recensement. Pratiquement tout le monde est connu. Mais vous voyez que pour des histoires de milliards qu'on va se partager, on continue de faire des recensements. Il y a eu des recensements. Moi, par exemple, je n'ai aucun recensement. Je vais toujours me faire enrôler. J'étais en France, j'ai la chance, je descends, je viens m'enrôler. Et pourtant, je ne suis jamais dans la liste. J'ai toutes les cartes, j'ai tout. Mais je ne suis jamais sur une liste électorale. Vous voyez ça? Vous voulez que j'aille? Et je ne suis pas seul. J'ai beaucoup d'autres collègues qui sont dans la même thématique, dans le même problème. Donc, vous voyez, ce n'est pas les trucs là, bidouillés qu'il faut. Il faut qu'on conçoive quelque chose de crédible pour nous-mêmes, dans les terroirs, à partir des terroirs, vu que la population, les communautés locales, la masse même, est déconnectée de la réalité. Les politiques ne partagent pas, c'est là l'absence d'État. L'absence d'État, c'est le fait que l'État n'a pas mis quelque chose en place pour développer le patriotisme. C'est-à-dire un revenu, par exemple, des instances physiques, pour permettre aux gens de se référer à l'État, pour dire c'est grâce à l'État que moi j'ai ça. Donc, du coup, ça a coupé tous les liens. Quand on parle de politique, là, les gens disent que c'est une affaire de cadre. Hein.
que c'est quand on a l'argent qu'on vient leur donner des miettes. Donc, ils ne sont même pas concernés par la République. Le soudeur est concerné par le nombre de baguettes qu'il va libérer dans la journée pour pouvoir gagner sa vie. Donc, vous voyez. OK. Je crois qu'on a perdu monsieur. Ouais. Oui. OK. Donc, on va aller un peu vers la fin de cette émission. Monsieur Kassoumou, par rapport, on va parler rapidement de l'adhésion de Guy Mitope et de Nadine Okumasu au Parti Les Démocrates. Et puis après, vous pouvez dire votre mot de fin. Oui. OK, très bien. Merci. L'adhésion surtout d'abord de Nadine Okumasu, c'est une jeune dame qui a fait la prison parce que elle a dit 5 ans, c'est 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a arrêtée très arbitrairement. Et elle revient encore, elle répète, elle n'a jamais dit qu'elle répète encore 5 ans, c'est 5 ans. Et ça montre la force de la conviction de cette dame. Et quand une militante comme ça adhère à un parti comme les démocrates, il faut quand même, bon, je ne suis pas les démocrates, mais quelque part, il faut quand même l'apprécier il faut l'apprécier positivement. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'il y a comme parti d'opposition, si on me dit de densité, aujourd'hui, on ne peut pas faire économie des démocrates. Hein, parce que les démocrates, quand même, c'est un parti, c'est le seul parti aujourd'hui, et je le dis partout. Et quand on met les démocrates là, ça fait tout le cartel de partis là réunis et plus. Il ne faut pas se leurrer. Parce que je me base sur ceci, c'est quand même qu'on le veut ou non. Et Yahi, le président honoraire du Bénin, Yahi Boni, est le chef il est le président honoraire de ce parti. Il n'est pas honoraire, mais il est le président, comment on appelle ça là, c'est lui le président d'honneur, pardon, de ce parti, qui est quand même, il a fait quand même 10 ans au pouvoir. Et quand je dis ces 10 ans, je ne le dis pas en termes de quelqu'un qui a des moyens investis pour le parti, non, mais c'est quand même quelqu'un. Yahi Boni n'était pas allé aussi loin. Monsieur Jujosu, je vous êtes témoin que pendant 10 ans, vous avez combattu Yahi. Vous êtes témoin aussi. Vous pouvez dire que j'ai aussi pendant 10 ans combattu Yahi. Mais si j'en viens aujourd'hui à dire que Yahi n'est pas allé aussi loin que ce que nous sommes en train de voir là, tout au moins vous êtes obligé de me croire. Donc, là, on se dit, non, au moins, quand il y a deux personnes, on se dit, bon, lui n'était pas bon, et celui-là, il est bon, mais l'autre, il est trop mauvais. On se rabat au moins sur quelqu'un et qui, aujourd'hui, ces militants, ils font preuve d'ouverture. Qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? Ils veulent juste un parti qui vient nous dire démocratie, justice. Aujourd'hui, quand on arrête ton parent, c'est-à-dire tu ne sais même pas si le motif qu'on a évoqué, surtout si c'est lié à des trucs politiques, si le motif qu'on a évoqué pour l'arrêter est un bon motif ou pas. Donc, on peut se réjouir on peut comprendre que cette madame Okumasu sorte de prison, 5 ans, c'est 5 ans, juste à cause de ça, ce qui est vrai. Entre nous, il ne faut pas qu'on se mente. Si le régime là, qui est là, perd complètement pied aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est parce qu'ils ne sont pas là légalement. Mais on fait avec. J'ai dit, bon, on est arrivé à un moment donné à faire avec. Parce que nous ne sommes pas un pays où on s'est réglé nos problèmes avec des coups de poing. C'est vrai, parce que dans d'autres pays, ce qui s'est passé là, il y a longtemps que tout est parti en vrille. Donc, je comprends bien, et ça, les démocrates ont gagné quand même une militante de conviction. Maintenant, deuxième volet, M. Guy Mitope, excellent député. Il est très brillant, très bon parce qu'on suit ses interventions. Bon, je peux dire aussi, c'est un choix raisonné qu'il fait aussi en allant aussi aux démocrates. Parce qu'il ne reste que ça. Si quelqu'un veut aller aujourd'hui dans l'opposition, il va où? À tel enseigne qu'aujourd'hui, comme je le dis, il ne faut pas se leurrer. Le fait que ces démocrates, les gens en place, souhaitaient que les démocrates disent nous n'irons pas aux élections. Le fait que les démocrates disent nous allons aujourd'hui aux élections, sans doute, constitue un gros problème pour eux. Parce que je vous assure, c'est les gens au pouvoir là, ils ouvrent les élections, mais les démocrates, ils les battent sérieusement. Il n'y a rien à faire parce que ce serait la première fois que dans ce pays, les gens finalement iront aller faire un vote normal. Si réellement ils vont ouvrir les élections. Et c'est en cela que le pessimisme est grand. Je me joins un peu à cela. Comme je faisais l'analyste Rouillon tout à l'heure, il dit, mais moi, je ne peux pas être optimiste. C'est ce qu'il dit en quelque sorte. Il dit, je ne crois pas en ces gens-là.
Donc, deux choix, deux bons quand même, deux bons recrues, on peut dire comme ça, hein, en étant encartés aujourd'hui aux démocrates. Je crois que c'est des gens qui ont fait un bon choix. Voilà. Et maintenant, je vais répondre rapidement aux outils dont parlait. Bon, c'est pas ça, la question ne visait pas sans doute, mais je peux quand même aussi répondre à ça un peu vite fait. C'est que l'outil dont on parle là, c'est de maîtriser la chaîne électorale. Vous avez vu dans un pays où on dit on fait une élection transparente et inclusive, où finalement, c'est l'arbitre qui en même temps, qui a tous les postes. Ouais, il siffle le penalty et va poser la balle, il dit encore que le penalty a été gagné, que le but a été placé. Il y a un gros problème. C'est ça qu'il y a c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et déjà, même le fait que la société civile s'immisce et aussi disent, bon, on va auditer la liste, on dit, bon, on va l'auditer, attendons de voir comment ça va se passer. Et nous parlions, nous tous, on est d'accord, tout au moins avec Patrick de Souza aussi, qu'il faut maîtriser toute la chaîne électorale. La liste électorale, le dépouillement, la Sénat et la Cour constitutionnelle. Mais ça coûte à quoi si pour la première fois, quelque chose les prend, ceux qui sont au pouvoir pour dire, bon, écoute, on est allé trop loin, parce qu'ils sont réellement allés trop loin. On ne va pas, c'est parce qu'ils sont là que les gens n'en parlent pas. Et le régime en place, ça dit pour les élections, on a tué. Comme le dit Patrick de Souza avec ses mots. Quelle élection a besoin qu'on tue avant d'avoir un poste? On a enfermé des gens, il y a des gens en prison. C'est dit, on connaît ceux qu'on a arrêtés parce qu'on a cité réellement que c'est 5 ans, c'est 5 ans, mais il y a d'autres qu'on est partis pour un coup de têtes fallacieux qui n'ont jamais jugé juste aujourd'hui. Si on veut ajouter cela, c'est des centaines de gens qui sont là, qui n'ont rien à faire dans nos prisons. Et ils peuvent m'en mourir, quoi. C'est parce que quelqu'un est mort la fois passée, encore que lui, il a même fini ses peines. Donc, l'outil principal, ce que j'appelle l'outil, ce n'est pas un logiciel connu comme ça, ou bien quoi que ce soit, mais c'est de dire quand même, nous avons l'œil. On ne peut pas être à 3 et se tromper à 3. La mouvance présidentielle, l'opposition politique, la vraie opposition, la société civile. Et Patrick de Souza a bien complété l'idée que je développais. Mais si nous sortons d'une élection, nous quittons avec cette commission tripartite, un bureau de vote avec la même feuille de vote unique. Mais si finalement, au bout de la chaîne, on nous dit que non, finalement, ce n'est plus la même feuille, au moins, on a quelque chose pour dire non, et quand même, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore que ceux-là, ils sont capables de tout ça, ils sont capables de tout. Pour avoir une bonne feuille de dépouillement, mais ils vont encore dire que votre feuille de dépouillement n'est pas correcte. Et c'est ce que je peux dire. Bon, je ne sais pas s'il faut dire le mot de fin en même temps. Oui, il faut en profiter. Voilà, donc, comme mot de fin, mais on en appelle au dialogue. Quand on me demande mon mot de fin, moi, je ne dis pas plus que ça. Et je suis sûr qu'il y a il y a des milliers de Béninois, des millions de Béninois là, qui veulent aujourd'hui quand même qui ne veulent pas se retrouver dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, où il y a des compatriotes d'une région donnée du pays qui se lèvent un matin, dont un a rêvé pour dire que c'est son ancêtre qui veut que nous subissions ce qui nous arrive là. Et je vous dis, ça s'est passé là à Lyon. Moi, je suis à Lyon là. Donc, et on dit, c'est notre ancêtre qui avait prévu ça comme ça, que les choses, l'autre allait prendre le pouvoir et il va faire comme ça. Ça ne se passe nulle part comme ça en République. Soit, à un moment donné, nous sommes d'accord pour les suivre, pour dire aujourd'hui, nous sommes une royauté, d'accord, et nous sommes d'accord avec tout ce que Guédégbé a dit. Et ça, c'est Guédégbé, que c'est Guédégbé a dit, mais tout le monde ne peut pas se... Pourtant, on compte des amis Guédégbé, on n'a rien avec eux, c'est des gens